bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio ici maintenant par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Énergie Positive où j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Philippe Gabillet pour ce livre Éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde. Monsieur Gabillet, bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous avoir dans le cadre de cette émission. Vous êtes docteur en sciences de gestion, professeur affilié puis associé en comportement organisationnel à l'ESCP Europe depuis 1995. Vous intervenez dans des domaines comme la prospective managériale, le développement du leadership, du management interculturel, particulièrement sur l'Asie orientale. Vous enseignez aussi au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers à Paris, et à l'HEC Genève en Suisse. Et vous êtes aussi impliqué dans plusieurs programmes développés en Chine et au Maghreb. Voilà. Ça fait des choses, hein. Et ça fait beaucoup de choses, oui. Ça fait de longues journées. C'est pour ça que vous courez et que vous nous revenez de Nice il y a de cela encore quelques heures. Voilà. Et je repars demain soir à Pointe-à-Pitre. Oui, voilà. Oui, donc ça bouge, un professeur sciences... Un professeur, ça bouge parce que ça part témoigner, ça part essayer de transmettre un peu partout dans le monde. Alors moi, je voyage beaucoup moins qu'avant, mais enfin, je continue quand même à voyager pas mal. Éloge de l'optimisme. Est-ce quelque chose de commun qu'un professeur, de surcroît organisationnel en sciences politiques et sociales, de s'intéresser à l'optimisme ? Oh, vous savez, le CV, en fait, c'est une vieille histoire, le CV. C'est des choses que j'ai faites il y a 30 ans. Alors, ce qu'on a fait il y a 30 ans, je dirais ça, on a fini par l'oublier. Moi, au fil des années, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses, en fait, dans ma carrière. J'ai fréquenté, par exemple, des vendeurs à une époque. Voilà, j'étais spécialisé dans les commerciaux. Et je me suis rendu compte, par exemple, c'était des gens qui avaient vraiment besoin de se maintenir en forme psychologiquement, parce que sans ça, ils ne tenaient pas le coup. Donc moi, dès les années, fin des années 80, début des années 90, j'ai commencé vraiment à m'intéresser très 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 fortement à tous ces sujets, où c'est la motivation, la résistance au stress, comment est-ce que les gens tenaient le coup dans le fond. Et puis après, j'ai continué à approfondir là-dessus. Et puis bon, le prof de management que je suis, c'est plutôt spécialisé en fait sur ces aspects-là, sur les aspects comportementaux du management. Et plutôt sur les aspects positifs, parce que alors moi les problèmes de souffrance, les choses qui vont pas, etc. Il y a des tas de gens très compétents là-dessus, sur le marché, dans mes collègues par exemple. Moi à un moment donné je me suis dit tiens, ce qui m'intéresse quand même c'est ce qui va bien chez les gens, ceux qui réussissent, comment ils s'en sortent, ceux qui tiennent le coup, ceux qui résistent aux difficultés, voilà, des choses qui permettaient de mieux comprendre comment avancer, comment rebondir, comment se relever quand on est tombé. Enfin voilà, moi j'étais plus dans cette dynamique-là, même en tant que personne, quoi, voilà. Et donc, voilà. Donc optimiste. Oui, moi j'ai toujours été, oui, c'est d'ailleurs le problème, parce que quand on l'a toujours été, on n'a pas de mérite, voilà. Moi j'ai pas de mérite à être optimiste, j'ai toujours été, mes parents me disaient que j'étais déjà quand j'étais petit, etc. Mais c'est pas parce que moi je l'étais que tout le monde est comme ça. Donc ça m'intéressait vraiment beaucoup de travailler sur ce sujet. J'avais aussi travaillé sur la chance, donc comme je vous ai dit sur la motivation. Voilà, c'était des sujets qui me semblaient tous un petit peu accrochés les uns aux autres. Voilà. Alors, le fait d'écrire ce livre, Éloge de l'optimisme, aux éditions Saint-Simon, la question se pose de savoir finalement, au vu de tous les livres, articles qui se font justement dans le management, sur le coaching, sur la méthode Coué ou que sais-je encore, est-ce que parler de l'optimisme et de surcroît en faire une éloge, c'était pas un petit peu dépassé ? En fait, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que, si je peux juste vous raconter pas l'historique de l'affaire, le truc s'est passé de façon assez rigolote, en fait. Moi, je connais le thème de l'optimisme, j'avais déjà travaillé dessus en tant que psychologue, oui, mais enfin, c'était pas du tout ma spécialité, je connaissais sans plus. Et j'étais dans mon bureau à l'ESCP, il y a ça va être début janvier, donc pas cette année, l'année d'avant, donc 2010. J'étais dans mon bureau un jour, et vraiment, ça s'est passé comme ça, je reçois mon téléphone sonne, je décroche le téléphone, et j'entends un monsieur tout à fait charmant qui me dit « Bonjour monsieur, je vous appelle de Belgique, je suis belge, je suis avocat, et je suis le président fondateur d'un organisme international qui s'appelle Optimistes sans frontières. » Alors là, je suis un peu interloqué, je dis « Ah bon, c'est très bien. » Et il rajoute, il dit « En plus, je suis le président
de la Ligue des optimistes du Royaume de Belgique. Et j'aimerais vous rencontrer. Alors sur le coup, je me dis c'est un gag, hein, Oui, c'est un peu bizarre. Et en fait, non pas du tout, je vais tapoter quand même, comme on fait tous, hein, je vais googliser, comme on dit. Et en fait, je découvre que ce monsieur, d'ailleurs devenu un excellent ami, maître Luc Simonet, est effectivement le fondateur de ce mouvement, que le mouvement existe en fait en Hollande, en Allemagne, bientôt en Suisse, en Italie, au Québec, dans certains pays d'Afrique. Tout ça, ça représente à peu près entre 6 et 10 000 personnes. Bon. Donc c'est tout à fait intéressant. Et je me suis mis à dire, bah, tiens, on va essayer de lancer on va lancer ce mouvement, on va voir ce que ça va donner. Donc on a été plusieurs. Moi, je suis le vice-président pour la France de ce mouvement. Mon amie France Rock, qui est la directrice de la com de Challenge et du Nouvel Ops, a été élue présidente. On a eu quelques grandes figures je dirais de l'intelligentsia parisienne ont eu la gentillesse de nous accompagner. Donc Jean d'Ormesson nous a dit banco, Éric Orsena nous a dit d'accord, Éric Emmanuel Schmitt, Mathieu Ricard depuis le Tibet nous avait envoyé sa procuration pour dire mais moi ça m'intéresse beaucoup, allez, je suis avec vous. Enfin voilà, au départ c'est vraiment parti comme ça. Alors en revanche, comment est-ce qu'on est arrivé au livre? D'une façon très très amusante. Au mois de juillet l'année dernière, France Rock, donc ma présidente, hein, la présidente de la Ligue des optimistes de France, me dit, écoute, on va essayer de lancer ce mouvement en France sur la fin de l'année. On est quand même dans un pays où, tant qu'on n'a pas écrit de bouquin, on n'existe pas. Donc il faut écrire un livre sur l'optimisme. Essaye. Est-ce que tu peux m'écrire ça, un livre court qui se lirait facilement? Voilà, t'écris ça pendant les vacances, quoi, pendant les vacances d'été. Alors bon, moi je préviens chez moi déjà, mes filles, mon épouse et tout, je leur dis, je vous préviens, les vacances vont être, comment dire, studieuses. Et alors là, pour le coup, vous savez, moi j'écris souvent des trucs. Donc mes amis, ma famille, vers cette période de l'année, souvent ils me disent, mais alors tu fais quoi cet été? Tu vas faire quoi? Je dis, ben, cette année j'écris un livre, un nouveau bouquin. Ah, c'est pas mal. Et de quoi ça parle? Et je dis, ben, écoutez, voilà, je fais un livre sur l'optimisme. Et alors là, je rencontre des regards absolument navrés de gens qui me disent oh, mon pauvre ami, sur l'optimisme. Alors avec en plus des remarques très paradoxales, vous voyez, du genre sur l'optimisme, ça marchera jamais. Enfin, vous voyez, bon. Alors, je dis c'est bizarre parce que d'autres aussi me disaient à côté mais si, t'as raison, c'est un bon sujet, il faut parler de ça, on en a besoin. Bon. Et par curiosité, je suis allé voir sur Google. Alors ça a été une expérience intéressante parce que je me dis, je vais quand même voir, est-ce que ce sujet, est-ce qu'il existe déjà, le sujet, c'est un vrai sujet ou pas? Et je me souviendrai toujours de ça, ça devait être au mois de, écoutez, septembre, octobre l'année dernière. Je tape pessimisme, d'ailleurs j'ai même pas, faudrait voir ce que ça donne d'ailleurs là aujourd'hui, je sais pas, mais je tape pessimisme en français sur Google. Donc je tape sur Google, et à l'époque, je tombe sur à peu près 1 200 000 pages web sur pessimisme, à l'époque. Je tape, alors donc je dis 1 200 000, c'est énorme quoi. Si tout ça c'est du pessimisme, qu'est-ce que ça va donner? Alors après je suis allé taper optimisme. Alors là, optimisme, j'arrive à l'époque à 5 600 000 pages web. Alors je dis bon, alors là, dans 5 millions pour l'optimisme, un seul petit million pour le pessimisme. Allez, l'optimisme, c'est un sujet, je m'y attaque. Et c'est vraiment, je suis vraiment parti là-dessus. Et en fait, j'ai écrit le bouquin aussi parce que, ben, je vais vous dire, je voulais écrire le livre que moi, je n'avais pas trouvé quand j'avais commencé à m'intéresser au sujet. C'est aussi bête que ça. Voilà. Alors pour information, puisque vous posiez la question, pessimisme sur Google, 2 150 000 résultats, réponses, et pour l'optimisme, 6 530 000. Voilà ce qu'il en est au jour d'aujourd'hui. C'est pas mal ça, ben, je note, oui, merci. Voilà, donc ça, on est le combien? On est au mois d'octobre 2011. Allez, on est en octobre 2011. Mi-octobre 2011, peut passer maintenant. C'est bon. Alors, la question se pose de prime abord, avant de peut-être rentrer dans le vif du sujet, de ce que en disent les médias. Alors oui, effectivement, les médias et les nouvelles positives. Il est vrai que l'optimisme, même si à l'heure actuelle, il y a, comme vous venez de l'expliquer, à travers la France, et puis bien entendu l'Europe, différents statuts, associations, fédérations qui mettent en avant justement l'optimisme. Il n'en reste pas moins que nos médias, c'est pas vraiment le mot qui les porte et qui les motive à écrire des nouvelles, pourrait-on penser. Et il est vrai que dès le moment où on parle d'un sujet, et vos amis, je pense, ont été tout à fait équivoques avec ça, un bouquin sur l'optimisme, mais ça se vend pas finalement. Tout ce qui est porteur de bonnes idées, de bonnes nouvelles, c'est pas vendeur, ça n'apporte rien.
Et alors ça a été d'autant plus... effectivement, la question, on pouvait se la poser. Et quand le bouquin a commencé à se vendre, ça a été d'autant plus étonnant d'ailleurs, parce qu'on s'est dit, mais comment ça se fait? Pourquoi est-ce que les gens... voilà, ça marche plutôt pas mal pour un auteur à peu près inconnu qui écrit un bouquin là-dessus. Donc je pense on doit se balader aujourd'hui autour de 12 000 exemplaires, ce qui était correct pour un petit bouquin comme ça. Alors cela dit, sur le rapport aux médias, je vous cache pas que au fil des mois, moi j'ai changé mon fusil d'épaule par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, j'admets, je reconnais que mon opinion a changé. Quand j'ai démarré, j'étais vraiment exactement dans la posture que vous venez de décrire. Vous voyez, qu'est-ce le monde des médias, nouvelles négatives, etc. Alors d'abord, j'ai compris une chose, c'est que une nouvelle positive et une nouvelle optimiste, c'est pas pareil. Une nouvelle positive, c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui se passe bien. Pas moi. On a sauvé des gens, une découverte extraordinaire, un fait divers qui tourne bien. Enfin, ça, c'est une nouvelle positive. Mais il peut y avoir des nouvelles qui sont pas a priori, bon, c'est des nouvelles dramatiques, vous voyez, mais qui sont optimistes. Moi, je me souviens d'être passé il y a pas mal de mois déjà sur une chaîne pour un JT. Il y avait 3 événements ce jour-là qui faisaient la une du JT. Donc ça vous permettra de retrouver d'ailleurs vers quelle époque ça se passait. C'était en fait début 2011. Les événements en Tunisie, le Mediator, et malheureusement les otages qui avaient été embarqués là, quelque part dans la Corne de l'Afrique et qui avaient été exécutés. Bon. Et le journaliste me dit, vous comprenez, regardez bien, regardez, rien que la une d'aujourd'hui, on n'a que des nouvelles pas optimistes. Ah, je dis, ben non, attendez. La seule nouvelle qui est vraiment une nouvelle foncièrement négative, pessimiste, qui nous fait désespérer de la nature humaine, c'est clairement les 2 pauvres gars qui ont été embarqués, qui ont été exécutés, etc. Alors ça, je dirais, c'est tout ce qu'on veut, voilà, ça va pas, quoi. En revanche, la Tunisie, je suis désolé, Tunisie, c'est un pays qui se lève, ensuite, quand on sait en plus comment s'est fait ce début de printemps arabe, sans leader, c'est grâce à Twitter, Facebook, etc., c'est la jeunesse qui se lève, je suis désolé. Que derrière, ça crée des trucs dramatiques, très bien, mais c'est très optimiste, ça veut dire que ça peut bouger. Et la suite des événements a montré que, bon, le Mediator, effectivement, le Mediator, c'est quelque chose de très dramatique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il va y avoir des patients, il y a des gens qui vont être capables de se battre, de se lever contre l'industrie pharmaceutique pour que des choses arrivent. Je suis désolé, c'est très optimiste, ça veut dire qu'on peut faire bouger les choses. Ça veut dire que quand les gens se dressent pour se battre contre des injustices ou des choses qui ne sont pas claires, c'est bon. Donc, alors après on me dit, oui mais tu comprends, quelqu'un qui sortirait un journal avec des bonnes nouvelles, il ferait faillite. C'est probablement vrai, mais pas parce que c'est des bonnes nouvelles. Peut-être probablement parce que si on veut faire que des bonnes nouvelles, on va faire peut-être des trucs un peu gnangnan. Mais le public, pour ce qu'on en voit, le public en fait, c'est pas qu'il aime les mauvaises nouvelles. Le public, c'est vous, c'est moi, le public, il aime les nouvelles dramatiques. C'est pas pareil. Si une nouvelle dramatique est positive, mais on adore. On achète, c'est génial, etc. Et c'est vrai que souvent le dramatique est connoté, violence, radicalité, etc. Bon, ok, mais en soi c'est pas ça le problème. Moi, d'ailleurs les médias, quand on accuse les médias de ne pas donner de bonnes nouvelles, je trouve vraiment aujourd'hui, et je vous dis, j'ai évolué sur ce point-là, moi je crois vraiment, c'est un mauvais procès. J'ai l'habitude de dire même à mes étudiants, vous savez, le seul endroit du monde, où il n'y a que des bonnes nouvelles dans tous les médias, c'est la Corée du Nord. Donc, je suis désolé, dans un pays démocratique, le rôle des médias, le rôle des radios, des télés, de la presse, du web, c'est à un moment donné d'appuyer, de dire, oh, ça fait mal, attends, mais ça va pas, quoi. Voilà, on est là pour ça, on s'est battu pendant des siècles pour en arriver là, donc on ne peut pas non plus vouloir le beurre et l'argent du beurre. En revanche, ce qui est vrai, c'est que parfois les médias ne trouvent pas l'intérêt qu'ils pourraient trouver à mettre en avant les trucs chouettes, quoi. La solution qui marche bien, les gars qui ont sauvé leur usine, le type qui a trouvé une solution technique à un sujet qui peut permettre à des gens demain de plus mourir de faim. Enfin, voilà, ces idées, ces trucs-là, les solutions, sont peut-être pas obligatoirement mises en avant comme elles devraient l'être. Mais bon, moi je pense qu'il ne faut pas désespérer. Moi j'ai jamais désespéré de la presse et des médias. Je préfère avoir des médias comme ils sont aujourd'hui chez nous, dans petite imperfection. Mais comme on dit, quand on est imparfait, c'est qu'on est perfectible. Ça c'est la bonne nouvelle. Plutôt que des médias qui seraient des médias, on va dire pour le coup, faussement positifs et faussement optimistes, parce que ça cache généralement des choses qui ne sont pas géniales.
Alors, à travers le changement de fusil d'épaule, si on peut dire ça comme ça, je le mets entre guillemets, finalement, je me rends compte que vous avez exercé votre vision d'optimiste vis-à-vis d'une situation qui, de prime abord, pourrait paraître pessimiste. Et il est vrai que parler de nouvelles positives et de nouvelles optimistes, c'est pas la même chose. J'entendrais par là, à travers des nouvelles optimistes, une sorte de perspective de l'avenir qui, malgré les événements présents, aussi dramatiques paraissent-ils, aurait quelque chose de bénéfique à nous apporter. En tout cas, par rapport à ce que vous venez de dire, vous le notez d'ailleurs dans le livre, en 2010, Elvire Bonduel. Alors, Oui, déjà, absolument. j'aime beaucoup le nom, est très porteur de Ben, elle bonnes s'appelle comme nouvelles, ça. Elle hein, s'appelle tout à fait. elle s'appelle comme ça. A pendant 3 mois glané les infos le plus d'infos positives, j'entends, du journal Le Monde. Et elle a intitulé Le meilleur monde. Mhm. Et au bout de 3 mois, donc, de glanage d'informations positives, il en est ressorti 16 pages seulement, en Ouais, 3 mois. 16 pages avec des blancs en plus, hein. C'était pas, c'était, mais parce que voilà, ça voulait dire que la nouvelle vraiment, alors pour le coup, à la fois positive et optimiste, était rare. Après, la question est de savoir qu'est-ce qu'on met derrière, encore une fois, derrière la nouvelle optimiste. C'est vrai que la bonne nouvelle, c'est rare. Alors, cela dit, vous avez par exemple aujourd'hui, et ça c'est grâce à Internet, hein, entre autres, c'est grâce au blog, c'est grâce à tous ces nouveaux modes de communication, il y a des choses qui bougent quand même. Vous avez par exemple un site formidable qui s'appelle tout simplement Bonne Nouvelle du Jour. Et Bonne Nouvelle du Jour, c'est un vrai travail presque de militant, vous voyez, de l'optimisme, parce que Bonne Nouvelle du Jour, c'est un site qui est complètement gratuit, vous vous y abonnez, et dès l'instant où vous êtes abonné, vous recevrez, parce que vous avez une veille qui est faite avec des gens qui épluchent la presse internationale, les radios, télé, etc., et vous recevez tous les jours, 7 bonnes nouvelles de l'actualité mondiale. Mais des bonnes nouvelles qui peuvent être d'un point de vue économique, scientifique, social, et c'est des vraies nouvelles, quoi. C'est pas des nouvelles gnangnan, ça va être des nouvelles Qui ont un qui impact permettent important. qui ont un impact et qui permettent justement de ne pas désespérer, ou de la nature humaine, ou de la croissance qui reviendra peut-être un jour, ouais, etc., etc. Et je discutais un jour avec, il n'y a pas longtemps en fait, hein, avec le créateur de ce site internet, et qui me disait, vous savez, bon, heureusement que je suis optimiste, parce qu'il faut admettre que des fois, il y a certains jours où les 7 bonnes nouvelles, peut-être parce que je m'y prends mal, mais j'ai parfois du mal à les trouver dans les dépêches, que ce soit de l'AFP ou d'autres, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi une certaine façon de regarder l'actualité, ce qui ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qui va mal, parce qu'il y a des choses qui sont objectivement dramatiques, scandaleuses, et pour lesquelles il faut se révolter, s'indigner, faire ce qu'on veut, mais voilà. Alors ça, on aura l'occasion d'en dire parler quand vous dites indigné notamment. Ce qui interpelle de prime abord, et on peut se reconnaître peut-être en tant qu'optimiste au début de votre ouvrage, c'est que les fameux experts face aux optimistes nous disent ah, ces rêveurs, ces doux poètes, ces naïfs ou ces candides, ces utopistes, avec comme argument principal, bien entendu, moi je suis réaliste, moi je suis lucide, et de surcroît j'ai les chiffres à l'appui. Ah, c'est intéressant cette idée de réalisme. Vous savez, il y a une histoire que j'aime bien, connaissez-vous la différence qu'il y a entre un optimiste, un pessimiste et un ingénieur? Euh, Face à un verre dans lequel on a mis de l'eau, l'optimiste va vous dire, bah, ce verre est à moitié plein, bien évidemment. Là-dessus, l'optimiste va arriver et va vous dire, ah, mon pauvre ami, mais que vous êtes naïf. Ce verre, hélas, hélas, est surtout à moitié vide. Et à ce moment-là, il y a l'ingénieur qui va arriver, qui va dire, écoutez, moi je vais vous mettre d'accord, le verre, il est surtout 2 fois trop grand. Voilà. Donc, J'aurais cru qu'il dirait il est à moitié rempli. voilà. Donc, en fait, il est 2 fois trop grand. Le point de vue réaliste, il est intéressant, mais il va pas avancer, il va pas avancer à grand-chose. Et l'optimisme, en fait, en tant que trait de caractère, l'optimisme est en fait très souvent confondu avec sa caricature. On va vous parler par exemple, d'ailleurs quand on va sur Internet c'est frappant, hein, vous tapez optimisme, dans les premières pages sur le net, on va trouver tout un tas de références par exemple au Candide de Voltaire. Très grand roman philosophique du XVIIIe,
merveilleux texte d'un point de vue littéraire, mais alors philosophiquement parlant, c'est une galéjade, quoi. Ça tenait pas du tout la route pour des tas de raisons qu'on pourra discuter si vous voulez plus tard. On va vous parler de la méthode Coué, on va vous parler, voilà, des gens qui voient la vie en rose. Et c'est vrai que l'optimisme va être considéré souvent comme étant une espèce d'état de déni, de refus de voir la réalité, voilà, avoir les lunettes roses incarnées sur le nez, etc. Bon. Mais le problème, c'est que tout ça est très 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 loin et de la réalité de la philosophie optimiste, vraiment en tant que philosophie, la posture même optimiste dans la vie de tous les jours, le trait de caractère optimiste tel qu'on a pu l'identifier et même tel qu'on le mesure aujourd'hui par un certain nombre de tests, ça n'a rien à voir avec ça. Un optimiste, c'est quelqu'un qui de temps en temps va être aussi comme vous, de mauvais poil, va être mécontent de quelque chose. L'optimisme, c'est au-delà du trait de caractère, c'est surtout une façon d'aborder la réalité du monde. Et c'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est Éric Emmanuel Schmitt, très grand écrivain français optimiste, francophone optimiste, qui dit le point commun, il y a un point commun entre les optimistes et les pessimistes, c'est que leur point de départ sur le monde est identique. Pour l'optimiste autant que pour le pessimiste, le monde dans lequel nous vivons est fondamentalement dur, injuste, incertain, plein de menaces, pas cool. Et alors maintenant, on fait quoi? Et c'est à ce moment-là que les deux vont se séparer, c'est-à-dire que philosophiquement, le pessimiste risque de consentir au mal, alors que l'optimiste va de toute façon, quitte à se tromper d'ailleurs parfois, quitte à faire fausse route, mais il va dire non, ça dit non, on peut faire quelque chose, on a quand même des forces, allons-y. Donc les deux en fait ne créent pas aussi le même effet autour d'eux. Avec nous ce soir, donc Philippe Gabillet pour ce livre Éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde aux éditions Saint-Simon. Chers auditeurs, bien sûr, vous aurez l'occasion d'intervenir un peu plus tard durant le cours de cette émission. On va faire une petite respiration musicale, le temps pour vous de vous asseoir confortablement, de faire ce que vous avez à faire, votre café, d'aller aux toilettes, je ne sais. En tout cas, préparez-vous. On se retrouve d'ici quelques instants. There will be no Armageddon. Alors, Monsieur Gabillet, vous nous dites à travers votre ouvrage que quelque part l'optimiste, c'est un militant. Alors qui s'ignore peut-être, hein, mais dans le sens où, comme vous venez de le préciser, il part en action de toute manière, puisque lui, il voit une issue, quoi qu'il arrive, à une problématique. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas de problématique, il n'y aurait pas à chercher de chemin. Donc forcément, c'est qu'il y a quelque chose à trouver quelque part pour résoudre la problématique. Et dans cette optique-là, forcément, il est militant, philosophe et social. Bah, oui, parce qu'en fait, c'est vous-même, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on est dans un monde où se reposer uniquement sur l'analyse brute, un peu sèche, rationnelle, quoi, des faits, peut conduire à deux choses, l'une très positive, l'autre malheureusement un peu plus délicate. La posture, comme ça, comme on analyse les choses, elle peut conduire à plus de lucidité. Et ça en soi, intellectuellement, c'est pas mal, hein. Comme on dit souvent, la lucidité, c'est le courage de l'intelligence, bien évidemment. Mais cette lucidité risque de s'accompagner, parfois, d'un sentiment un peu de désespérance. D'ailleurs, à quoi bon, dans le fond? La Terre est foutue, la société est foutue. L'inertie, on se met Voilà, mal. nos enfants seront de toute façon moins riches que nous, ils n'auront pas de boulot, l'Occident va se faire bouffer. Enfin, bon. Si on rentre là-dedans, ok, bon, très bien. Quand je dis que c'est un acte militant, c'est que
c'est parce que parfois le monde est compliqué qu'il faut avoir cet acte militant. Moi, je vais vous donner un exemple que probablement certains auditeurs connaissent et ont vécu. Euh, euh, Yann Arthus Bertrand a fait un film merveilleux qui s'appelle Home. Bon. Le projet de Home, c'est de nous montrer que ça va pas, quoi. Évidemment, la Terre est en danger, les marées noires, les pollutions, toutes les cochonneries diverses, etc. Bon, le film, en fait, est très bien fait, et c'est vrai que il est troublant. C'est-à-dire que vers la fin de Home, on passe 1h20, 1h20, oh là là, mais ça va pas du tout, quoi. Et à un moment donné, c'est à peu près 10 minutes, 11 minutes avant la fin de Home. Yann Arthus Bertrand dit, puisque c'est lui qui a, qui a écrit le commentateur dit, de toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. Et à partir de ce moment-là, il commence à donner un certain nombre d'informations qui permettent justement de ne pas désespérer. Le fait que malgré tout ce qu'il vient de nous dire pendant 1h20, la pauvreté continue à reculer dans le monde. Globalement, on trouve toujours des médicaments nouveaux face à des maladies qu'on ne pouvait pas soigner avant. Il y a des États ont décidé de prendre les choses en main pour résoudre tel ou tel type de problème écologique ou autre. Bon. Et donc, les 10 dernières minutes du film, en fait, n'effacent pas l'heure 20 où on a dit ce qui malheureusement se passe. Mais les dernières minutes du film sont là pour que le spectateur aussi se dise, attends, vraiment, c'est vraiment problématique ce qu'il nous a raconté, il y a un vrai souci, néanmoins, on va pas les tirer une balle, quoi. Il y a des tas de trucs à faire, heureusement des tas de gens continuent à faire des choses. Parce que moi je dis que c'est citoyen à partir du moment où la responsabilité citoyenne, elle est, dans des mondes comme les nôtres, de maintenir justement le corps social dans une énergie positive. Une énergie positive, ça ne veut pas dire que tout va bien. Une énergie positive, c'est une énergie qui est fondée sur l'action et le culte de la ressource. Et c'est l'approche positive, vous voyez, c'est vraiment systématiquement jouer la ressource contre la barrière, la contrainte, l'obstacle. Bien sûr, le monde est fait de barrières, de contraintes et d'obstacles. C'est évident. Est-ce que c'est en prenant conscience, en les regardant tous les matins, en se nourrissant de cette idée qu'on est entouré de barrières, de contraintes, est-ce que c'est ça qui va nous donner envie de nous bagarrer, donner de l'énergie aux autres? Et voilà, le vrai débat, en fait, il est là. Le problème, c'est pas d'avoir raison. Oui, mais mon analyse est la bonne. Mais très bien, votre analyse va être la bonne, cher monsieur. Mais on ne veut pas avoir uniquement des gens qui font des analyses qui sont bonnes. Ça, c'est une posture d'intellectuel qui vit seul dans sa grotte et dans son ermitage. Nous tous, dans nos vies, nous sommes entourés de gens. Moi, je suis père de famille. J'ai été manager, j'ai encadré des équipes, je suis dans un bureau avec des associations, j'ai des bénévoles, etc. Voilà, on est entouré de gens, dès l'instant où on est dans un poste de responsabilité à un moment donné dans la société et qu'on est entouré de gens, on se doit, il me semble en tout cas, on doit aux autres de leur fournir de la matière première pour maintenir leur enthousiasme, leur envie d'avancer, leur envie de se battre s'il le faut. Mais ça fonctionne que par l'optimisme. Parce que le pessimisme vous dira, mais à quoi bon? Voilà. Comment dire? La quintessence du pessimisme, c'est à quoi bon? La quintessence de l'optimisme, c'est pourquoi pas. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'un point de vue historique? Est-ce que nos aïeux avaient la vision que l'on a de l'optimisme? Parce que c'est un mot qui est peut-être récent. Ah ben le mot, lui, oui, enfin, le mot est très récent. Le mot, il date de début du 18e. Alors c'est d'ailleurs assez intéressant. Quand le mot optimisme, en fait, apparaît, on a souvent cru que, j'ai encore lu d'ailleurs il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quelle encyclopédie, que le mot aurait été inventé par le philosophe Leibniz, etc. Alors, en fait, pas du tout. Le mot optimisme, en fait, il apparaît dans une critique de l'ouvrage de Leibniz, c'était la Théodicée, qui était en fait un bouquin donc de théologie, dont l'un des objectifs était de comprendre quelle est l'origine du mal, avec un grand thème. Bon. Leibniz en fait défend cette idée que le monde dans lequel nous vivons n'est pas parfait, puisque bon, l'ouvrage est écrit à la fin du XVIIe. Hein, bon. Donc Leibniz nous dit non, le monde n'est pas parfait, puisque par définition, seul Dieu peut l'être. Bon. En revanche, le monde dans lequel nous vivons est, on va dire, le meilleur des mondes possibles par rapport aux possibilités des hommes et des femmes qui l'habitent. Voilà. Donc,
voilà, on pourrait presque dire, pour reprendre la métaphore du verre à moitié plein, à moitié vide, que Leibniz nous dit, le verre, il n'est pas plein, mais il est aussi plein qu'il peut l'être. Voilà. Et avec ça, il y a les moyens d'être heureux. Bon, ok. Et cette posture-là va être critiquée, bien évidemment. Elle va être critiquée, entre autres, à l'époque par les jésuites. Et quand les jésuites caractérisent, donc dans un texte qui date du début du XVIIIe, caractérisent la pensée de Leibniz d'optimiste, pour eux, c'est une critique. C'est-à-dire que c'est un terme qui est négatif, hein. Et ça vient un terme de vieux français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, qui est optime. Optime, en fait, ça serait traduit aujourd'hui par maximal, par exemple. Vous voyez. Donc, optime, c'était vraiment le plus. Voilà. Oui, d'ailleurs, vous faites l'allusion, enfin l'allusion, vous le dites directement, l'optimiste optimise. L'optimiste optimise. Il optimise, c'est-à-dire qu'il fait avec ce qu'il a, il essaye de faire plus avec ce qu'il a. Et quand ce qu'il a est la difficulté et du malheur, bah, il tente quand même, il tente d'en faire quelque chose. Il dit pas que c'est bien. Ça, c'est vous voyez, c'est un truc qui est très, moi je trouve très important. Il y a une confusion qui est souvent faite par beaucoup de gens, et c'est, je dirais, le prof de psycho qui parle, hein, bon, entre la pensée positive et la psychologie positive. La pensée positive, moi j'ai beaucoup de respect pour le mouvement de pensée qu'il y a derrière, même si je ne partage pas les conclusions. La pensée positive, comme son nom l'indique, elle cherche vraiment à positiver tout. C'est-à-dire que quand il arrive les pires drames, on va essayer de trouver le bon côté. Mais pas quand on dit aux gens, mais non, par la pensée, vous pouvez arriver à tout positiver. Moi, je veux bien, et si les gens y arrivent, c'est formidable, hein. Mais c'est vrai que d'un point de vue clinique, dans les recherches qu'on a pu faire là-dessus, honnêtement, c'est pas, les résultats sont pas si évidents que ça. En revanche, l'optimisme, c'est différent. C'est dire, non, on a le droit à un moment donné, parce que les choses sont dures, ben, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère, on a le droit... Bon, très bien. Mais la seule façon de pouvoir se sortir à un moment donné de la tristesse, de la colère, de la peur, la seule façon de s'en sortir va être de se remettre soi-même ou de mettre les autres en marche, et remettre debout vers quelque chose, vers une action, vers une opportunité, vers peu importe. Donc voilà, l'optimisme, c'est dans cette logique-là qu'il va fonctionner. On optimise le réel. Le réel est difficile, c'est exact. Le réel est injuste, très souvent. Le réel ne donne pas envie de continuer à vivre, c'est malheureusement vrai pour beaucoup de gens. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, notamment, vous parliez de Leibniz et Voltaire, qui s'y opposent aussi. Et peut-être en passant au Voltaire, ce qui pourrait intéresser, je pense, plus les auditeurs, c'est de mettre en avant la différence qu'il y avait auparavant avec la religion qui dominait. Et puis, dès le moment où on est passé à l'ère industrielle ou intellectuelle avec les Lumières, dans quelle mesure peut-être le système de pensée ou la manière dont les optimistes de l'époque se considéraient, comment est-ce que finalement leur propre philosophie a pu évoluer grâce au temps? En fait, l'optimisme en tant que posture, on le retrouve, c'est quand même très lié aux religions, à la religion chrétienne, hein, bon. Parce que avec la notion de salut, on a toutes les raisons d'être optimiste, puisqu'en plus on dit même si vous vous en bavez sur terre, vous récupérerez tout ça plus tard. Bon. Donc on retrouve dans toutes les religions du livre, on va retrouver cette idée-là. Ce sont des religions qui sont dans le fond fondamentalement optimistes, hein, puisque elles nous promettent, je dirais, le mieux. Et même elles vous disent, même si vous souffrez maintenant, ça se rattrapera Il y a après. des conditions quand même, hein, qui peuvent être nombreuses pour accéder à ce mieux. Ah, alors, attention, ça dépend de quelle religion on parle. Parce que par exemple, vous allez avoir, au moment de la réforme, ce qui va arriver, ce qui va être un des grands éléments de la réforme, c'est je prends un exemple, je prends Calvin par exemple, c'est le cas d'ailleurs toujours aujourd'hui fait des protestants, hein, qui vous disent, la théologie protestante par exemple, vous dit attention, hein, si vous relisez attentivement le Nouveau Testament, et entre autres, si mes souvenirs sont exacts, ça doit être l'épître de Paul aux Corinthiens, on vous dit, non, non, mais l'affaire est réglée, hein, vous êtes sauvés de toute façon. Bon, ça c'est fait. Bon, vous êtes sauvés.
Maintenant, vous allez agir de façon à ce que ça ait un sens. Mais il y a toute une partie du christianisme qui considère que, par exemple, la grâce est donnée. Si on raisonne d'un point de vue théologique, vous voyez. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas trop développé, en tout cas dans ce premier bouquin, j'ai pas développé cette partie-là, mais je me compte bien le faire dans un prochain, parce que la dimension théologique est importante. Et puis vous avez des pays, enfin des cultures, où le problème se pose pas. C'est-à-dire que dans le fond, est-ce que dans la tradition chinoise, par exemple, est-ce qu'il faut être optimiste ou pas? Ça n'a pas vraiment en soi beaucoup de sens, hein. On va plutôt être dans... voilà, on va utiliser les confucianismes, par exemple, cherchent plutôt à raisonner en termes d'équilibre. On va maintenir l'harmonie, voilà, l'harmonie du monde. C'est souvent plus important que d'optimiser quoi que ce soit. Il faut maintenir en harmonie. C'est autre chose, c'est une autre conception, quoi. Donc, on est quand même clairement là, l'optimisme, c'est vraiment une notion qui est très 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 occidentale. Dans la pensée occidentale, elle est quand même très puissante. Alors, qu'est-ce qu'il en a été dès le moment où il y a eu l'ère industrielle? Est-ce que ça a changé un petit peu le paradigme? Oui, enfin, pas vraiment, ça l'a plutôt renforcé, puisque la caractéristique de l'ère industrielle, c'est qu'elle s'accompagne de l'apparition d'un nouveau mythe. Alors quand je dis un nouveau mythe, je dis pas que c'est pas vrai, je dis que la caractéristique du mythe, c'est le progrès. Dès l'instant où je rentre, et où collectivement, on rentre dans un mythe de progrès et de progression, l'optimisme s'installe, mais en plus il s'installe collectivement. L'optimisme, c'est l'éducation pour tous, c'est-à-dire que plus on est éduqué, par exemple, plus on pourra avoir une place dans la société. Les enfants seront plus riches et plus dotés, plus nantis que leurs parents et encore plus que leurs grands-parents, et ainsi de suite. Alors, bien évidemment, comme malheureusement c'est pas toujours comme dans les bouquins que ça se passe, ce progrès va avoir des dégâts, mais il est clair que nous sommes dans des sociétés qui sont des sociétés du plus d'eux vers davantage d'eux. Et donc l'optimisme s'applique, mais alors parfaitement. Or, bien évidemment, de temps en temps, il y a des... Voilà, ça va calmer le jeu, il va y avoir des crises, il y a des guerres, hélas. Mais même pendant les guerres, la posture optimiste existe. Je vais vous donner l'exemple typique, c'est la Deuxième Guerre mondiale, moment absolument terrifiant. Quand Churchill dit aux Anglais, aux Britanniques, je promets de la sueur, du sang, des larmes, mais il n'y a pas un discours plus optimiste que ça, puisqu'il vous dit, on va en baver, mais vous allez voir, ça vaut le coup, on s'en sortira. Et on peut considérer, par exemple, que c'est l'optimisme à l'échelle historique, c'est entre autres l'optimisme collectif des Britanniques, donc des Anglais, qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a permis de tenir, etc. Mais la posture optimiste, on peut la trouver dans tout un tas de domaines comme ça, hein. Donc la forme change, mais le fond reste le même. Bah oui, le fond reste le même. On peut d'ailleurs se dire, mais dans le fond, tous autant que nous sommes, nous avons quand même une espèce je sais pas, moi, je veux dire pas un tropisme, mais un peu optimiste, parce que si nous étions pas tous, si nous n'avions pas ce minimum d'optimisme, cet optimisme minimal, on ferait pas d'enfants, on ferait pas d'études, Oui, on se formerait pas. Enfin, quand on serait malade, on n'irait pas soigner. À quoi bon? Puisque de toute façon, un de mes étudiants m'a dit un jour, vous savez, dans le fond, quand on y réfléchit bien, la vie c'est quoi? La vie, c'est une maladie sexuellement transmissible et dont personne n'est jamais sorti vivant. Alors bien évidemment, si on voit les choses comme ça va être dramatique. Et c'est à la fois, c'est pas faux, mais c'est une vision qui en elle-même n'est pas porteuse de quoi que ce soit, quoi, voilà. Alors justement, un Américain, un psychologue américain, Christopher Peterson, alors le fils de Peter, moi tout de suite j'ai entendu Peter Pan, il y avait encore cette notion d'optimiste, de croire dans ses rêves. Chris Peterson, ouais. Tout à fait. Qui a abordé justement cette notion de l'optimisme, mais a réussi à disséquer un petit peu ce que pouvait être un optimiste et un pessimiste, si on peut dire ça comme ça. Alors, oui, il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. D'une façon générale, la distinction entre les deux se fait on va faire ça très très brièvement, en gros sur 3 plans. La différence entre un optimiste et un pessimiste, c'est déjà une façon différente de percevoir. C'est-à-dire que l'un et l'autre ont peut-être pas le même tamis, vous voyez, la même grille de lecture, puisque un optimiste va avoir tendance, quand il perçoit une situation,
à aller récupérer d'abord et à sélectionner d'abord des informations qui donnent envie de aller continuer à avancer. Il y a un vieux dicton oriental moi, que j'aime beaucoup qui dit lorsque mon ami est borgne, je le regarde de profil. Voilà, et ça c'est un point de vue, vous voyez, tout à fait optimiste. Alors qu'effectivement, le pessimiste va sélectionner en priorité, percevoir en priorité des informations qui sont les informations à problème, négatives, etc., etc. Non pas d'ailleurs que les autres, ils ne les voient pas, mais le pessimiste, il n'est pas idiot, vous verrez, il va minorer les informations positives, et l'optimiste, qui n'est pas idiot non plus, va effectivement minorer les informations négatives. Donc il y a un problème de perception qui n'est pas le même. Ensuite, il y a un problème d'anticipation. Le pessimiste et l'optimiste, ils sont tous dans une espèce de logique de se projeter dans le futur d'une certaine façon. L'optimiste se projette dans un futur qui est essentiellement constitué d'issues favorables, de solutions, de forces qu'on a réussi à activer, de ressources, de possibilités. Et c'est vrai que le pessimiste, voilà, c'est comme ça. S'il se laisse aller à sa tendance naturelle, il va plutôt avoir tendance à construire un monde à venir fait d'obstacles, fait de difficultés, fait de faiblesses, etc., etc. Bon, voilà. Donc, on a ces deux modalités-là, et surtout, c'est le dernier point, l'optimiste et le pessimiste n'ont pas du tout la même façon de se positionner par rapport à l'action. Un optimiste est quelqu'un qui veut il va de toute façon agir. Alors, il peut lui arriver d'agir mal. J'insiste bien là-dessus. C'est pas la posture optimiste, c'est pas une posture qui est meilleure en tant que telle que la posture pessimiste. On pourra en reparler. Il y a vraiment des situations dans lesquelles on a intérêt à être optimiste, mais je vous assure qu'il y a des situations dans lesquelles on a intérêt à être pessimiste. En tout cas, il y en a un qui va agir plus peut-être que l'autre, quand on parle d'un pessimisme radical, vous voyez. Et quitte à se tromper. Alors, le rapport d'ailleurs à l'erreur est très intéressant là-dedans. C'est-à-dire que, je crois que c'est Milan Kundera, je ne veux pas dire de bêtises, qui dit, cette phrase me semble-t-il essentielle, il dit « Je préfère vivre en optimiste et me tromper que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison. » Parce que c'est vrai que le discours pessimiste est souvent un discours très intelligent. Oui, très fin, très argumenté. Encore une fois, mais si le prix à payer pour cette intelligence, c'est de désespérer tout le monde, je trouve que ça pose un problème effectivement éthique et peut-être un peu au niveau citoyen. Voilà. Alors, en dehors de Christopher Peterson, qui est Peterson. psychologue, il y a eu d'autres chercheurs, notamment toujours américains, Michael Scheyer et Charles Carver. Il y a eu aussi un homme que vous mettez souvent en avant dans votre livre, c'est Martin Seligman. Ah ouais, Martin Seligman, très grand monsieur. Très grand monsieur, Martin Seligman. D'ailleurs, il a, contrairement aux autres dont les ouvrages sont pas évidents à trouver, pour les auditeurs que ça pourrait intéresser, d'abord Seligman est non seulement c'est l'un des grands auteurs contemporains sur l'optimisme, mais c'est surtout l'un des très grands auteurs contemporains sur la psychologie positive. Il est professeur à l'université de Pennsylvanie. Il a été d'ailleurs le président de l'Association américaine de psychologie pendant plus de 10 ans. Et c'est vraiment celui qui a su mobiliser la communauté scientifique autour justement des enjeux de la psychologie positive, en disant, ça fait un siècle en gros qu'on s'intéresse tous à tout ce qui va mal chez les gens, à la souffrance, etc. On a beaucoup de données maintenant, c'est super. Et si on s'intéressait au moins pendant quelques années, à ce qui va bien, pourquoi les gens s'en sortent, etc. Il a été très, très fort là-dessus. Et il a, entre autres, donc, il a écrit pas mal de bouquins. Il y a deux ouvrages de Seligman qu'on peut trouver assez facilement en librairie. Un qui s'appelle La force de l'optimisme et l'un qui s'appelle La fabrique du bonheur. Voilà. Les deux sont vraiment des ouvrages de grande qualité, avec beaucoup de fond. C'est pas du baratin, beaucoup de fond, beaucoup de preuves scientifiques de ce qu'il annonce. Et il a élaboré, entre autres Seligman, alors ça continue à être très utile aujourd'hui, il a élaboré une sorte d'index, vous voyez, pas d'index, de questionnaire, qui permet, de façon un peu plus sophistiquée que les autres, de mesurer le niveau d'optimisme d'un individu. Bon, ce qui en soi est intéressant. Ce qui est amusant, c'est comment est-ce qu'il le mesure. Il mesure, lui, le niveau d'optimisme d'un individu à travers la façon dont cet individu explique les événements qui lui sont arrivés, et en particulier les événements négatifs.
les événements, les échecs, les drames, enfin bon. Et Seligman nous dit, lorsqu'il vous arrive un événement, c'est une échelle intéressante, il dit, lorsqu'il vous arrive un événement positif ou négatif, nous tous, nous cherchons toujours à l'expliquer. Un être humain n'aime pas ne pas être capable d'expliquer, rester comme ça dans le... Il n'aime pas ça, un être humain. Donc il faut qu'il explique. Comment il va l'expliquer? Et donc il nous donne 3 grandes catégories. Il nous dit, première catégorie, quand il vous arrive quelque chose, vous voulez savoir quand même où est la cause. Et on a 2 grandes façons de penser la cause d'un événement qui nous arrive. Vous avez des gens qui vont penser cette cause comme étant intérieure, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Ou bien au contraire, c'est grâce à moi, enfin c'est moi qui fais ça. Et puis il y a des gens qui vont assez facilement reporter la cause à l'extérieur. J'ai eu de la chance, c'était les circonstances, on m'a aidé, ou on m'a pas aidé, et ainsi de suite. Donc, premier élément, face à un événement positif ou négatif, est-ce que je vais plutôt me le prendre pour moi, ou est-ce que je vais le projeter à l'extérieur? La deuxième chose que Seligman met en avant, c'est que toujours face à un événement, on essaye toujours de savoir, ne serait-ce que pour se rassurer, est-ce que cet événement est porteur d'une stabilité ou d'une instabilité? Une stabilité, c'est-à-dire, j'ai échoué par exemple. Bon, si je réessaye demain, je rééchoue, ou éventuellement, dans stabilité, mais stabilité négative, bien évidemment, ou bien je vais réussir. Donc instabilité, mais instabilité positive. Bon, donc j'essaye de voir est-ce que ça va être stable ou pas stable, temporaire ou durable, en gros. Bon, et enfin, troisième caractéristique, ça c'est très important, quoi qu'il m'arrive, est-ce que c'est ciblé sur un point ou est-ce que ça peut contaminer d'autres éléments? Je vous donne un exemple, j'ai raté mon permis de conduire. Bon, je peux dire, attendez, c'est ciblé, j'ai raté mon permis de conduire, c'est regrettable, mais bon, j'ai raté ça, heureusement pour moi, j'ai réussi beaucoup d'autres choses dans ma vie, on va pas en faire une histoire. Mais je peux dire, ah ben non, c'est terrible, ça contamine tout. Non seulement j'ai raté mon permis de conduire, mais je sens que je suis pas bien, je suis pas en forme. Je couvre quelque chose là. Et puis d'ailleurs, quand je suis rentré chez moi, puis que j'ai dit à ma petite copine que j'avais raté mon permis de conduire, quand j'ai vu la tête qu'elle a fait, je me suis dit, ça y est, elle va pas tarder à se tirer, parce que c'est pas... Ouais, bon. Donc là, on est sur une espèce de logique totalement invraisemblable de contamination. Alors, je vous donne volontairement un exemple qui est un peu excessif, mais on va retrouver ça. Et donc, ce que Seligman met en avant, c'est que le pessimiste, par exemple, quand il est confronté à un événement négatif, un échec par exemple, le pessimiste sur ces 3 niveaux va avoir une posture très particulière. Le pessimiste va systématiquement s'attribuer la responsabilité. C'est ma faute, j'ai été nul. Il va en plus en faire quelque chose de stable. Il va dire, oui, de toute façon, même si je recommence demain, de toute façon, c'est planté. Je vais me replanter. Et en plus, il va contaminer. Il va dire, ouais, j'ai raté là, et comme c'est parti, je vais rater dans plein d'autres domaines. Alors qu'un optimiste, par exemple, quand il échoue, et un optimiste, ça échoue, hein, pas de problème, bon. Mais quand il échoue, lui, il va l'interpréter, il va avoir tendance à l'interpréter de l'autre côté. J'ai échoué. Bon, mais d'où est la cause? Oh, ben la cause, j'ai échoué. Il faut reconnaître que l'examinateur était pas sympa quand même. Et puis il faisait un temps de cochon ce jour-là quand même. Et puis quand même, tu aurais vu les embouteillages qu'il y avait. Comment tu avoir ton permis dans des conditions pareilles? Ben voilà, oui, voilà, il va vous dire c'est pas moi, c'est quand même plutôt l'extérieur. De même, on va lui dire, mais alors au niveau stabilité, c'est oh ben non, mais c'est très temporaire. Mais j'ai raté mon permis, ben donc voilà, je le repasse la semaine prochaine ou dans un mois, voilà, ça sera réglé. De même pour la contamination, pas de contamination chez l'optimiste. L'optimiste va vous dire, ben non, attends, j'ai raté mon permis, ben voilà, c'est tout, quoi, c'est juste rater ça, heureusement tout le reste va bien. Donc vous voyez, on est sur une... Et là, non seulement il a mis en évidence, mais il a même élaboré un questionnaire, une série de questionnaires très bien faits, qu'on peut même utiliser d'ailleurs dans certaines entreprises en recrutement, et qui donnent des résultats, si vous le voulez, on en parlera un peu plus tard dans la soirée, qui sont quand même très étonnants. Il a élaboré un questionnaire permettant de voir comment vous et moi, dans des situations de la vie quotidienne, on va avoir tendance justement à se positionner sur ces différents niveaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous voyez, aujourd'hui, enfin bientôt en 2011, bientôt 2012, l'optimisme, c'est plus uniquement un problème, une interrogation, vous voyez, de philosophe, d'intellectuel, etc. C'est vraiment devenu aujourd'hui un sujet de recherche très pointu, avec vraiment de la recherche clinique, des tas d'enquêtes qui sont faites, on commence à mieux décortiquer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un en termes de prise de décision, par exemple, voyez, ou en analyse de situation, quand il est optimiste ou pessimiste,
on commence à avoir maintenant un vrai beau panel de recherches, de conclusions, grâce d'ailleurs à des psychologues, des sociologues, des anthropologues, des psychiatres, etc. Voilà, on sort, vous voyez, de l'optimisme qu'a fait du commerce qu'on a pu avoir il y a encore 10 ou 15 ans, parce qu'on n'avait rien, on n'avait aucune recherche qui avait été faite sur le sujet, quoi. Alors justement, qu'est-ce qu'il en est de l'optimisme décortiqué par nos scientifiques sur le corps, d'un point de vue biochimique? Qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le corps, il y a une multitude de travaux qui d'ailleurs ont commencé assez tôt, mais pour lesquels en fait on n'est pas très clair en fait sur le qu'est-ce qu'on mesure. Certains vous disent on mesure l'optimisme, d'autres vous disent on mesure en fait l'impact de la bonne humeur et de l'état d'esprit positif sur la santé. Enfin bon, là les avis sont quand même assez diversifiés. Bon, C'est page 53, si vous ouais, voulez. parce que moi, c'est la partie, moi, où je suis tout à fait admiratif de ce qui a été fait, mais moi, étant pas moi-même un biologiste, je veux dire, je suis pas parmi les plus compétents pour en parler. Ce Alors, qui est ouais. sûr, en revanche, c'est que, entre autres au niveau cérébral, depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant, plusieurs disciplines auraient identifié en tout cas un certain nombre de zones cérébrales ou de mécanismes dans le métabolisme qui seraient susceptibles d'expliquer l'optimisme. Alors, et c'est même, c'est pas vieux, hein, je crois que c'est... 2007. Puis même c'est beaucoup plus récent que ça. Je vais vous dire, il y a un article qui est paru, ça a même fait la couverture de Time Magazine au début de l'été, donc 2011. On aurait, entre guillemets, trouvé le gène de l'optimisme. Bon. Le fameux gène qui a un nom à coucher dehors, qui est le fameux 5-HTT. le 5-HTT, tiré en fait L, parce que c'est la version longue du gène. Et donc, le 5-HTT, c'est effectivement un gène qui a une caractéristique. Il code en fait donc ce qu'on appelle le transport de la sérotonine, c'est-à-dire cette hormone qui en fait régule votre humeur et la mienne. Bon. Donc, quand ce gène, ce fameux 5-HTT, il est dans sa version longue, cette régulation, donc on est sur un processus chimique au départ, hein, cette régulation se fait de façon plus puissante et plus systématique dans tous les cas de figure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ou la femme qui va avoir ce gène, et je crois que j'avais vu que c'était estimé dans les pays occidentaux, on serait sur à peu près une 10%, 10-12% de la population qui aurait ce gène-là. Les gens qui ont ce gène-là sont donc des gros porteurs de sérotonine, c'est-à-dire que quoi qu'il leur arrive, et en particulier s'il leur arrive des pépins, des difficultés, etc., des conflits, des machins comme ça, ils vont en fait, pour des raisons biologiques, avoir une capacité beaucoup plus forte que les autres à réguler, à switcher sur des humeurs positives, sur des émotions positives, et ainsi de suite. Et c'est très intéressant cette mécanique-là, c'est pas l'objet du débat de ce soir, ou de notre discussion de ce soir, mais on voit bien quand même, vous voyez, là-dedans, qu'on a eu un peu tendance à oublier, dans une société qui était, et c'est un psy qui parle, donc j'en parle à mon aise, hein, une société qui a été psychologisée à mort, les études sur l'optimisme nous rappellent quand même que nous sommes aussi des organismes chimiques. Et j'avais récemment dans un débat, on en discutait avec un certain nombre de personnes, moi je dis toujours aux gens, imaginez, vous êtes un homme ou une femme, plutôt, vous voyez, de bonne humeur, hein, quelqu'un dont les autres, vos proches disent toujours, ah bah tiens, toi t'es optimiste, etc. Mais d'ailleurs tu récupères, même quand tu as des pépins, tu te laisses pas abattre, etc. Brutalement, vous vous mettez à moins récupérer, être triste, etc. Voire carrément au fond du seau. Et il faudrait pas, c'est une erreur, oui, ça serait une erreur tactique majeure que de dire ça y est, je suis en train de déprimer, je suis en pleine dépression. Non, vous éprouvez un certain nombre de sentiments, d'émotions de cette nature-là, mais rien ne nous dit que c'est psychologique. Si ça se trouve, il faudrait que vous alliez voir votre médecin généraliste, lui dire, écoutez docteur, est-ce que vous pouvez me prescrire une analyse de sang un peu? Et à ce moment-là, votre laboratoire va dire, attendez, mais monsieur, mais vous avez vu, vous avez une carence en vitamine D, mais c'est pas possible, hein, ou bien vous avez un problème hormonal. Quelqu'un qui aujourd'hui, un homme ou une femme de 40 ans, qui pète la forme, qui est de bonne humeur, etc., il est carencé en vitamine D, je peux vous dire, vous vous levez le matin, vous avez beau être quelqu'un qui depuis 40 ans est positif et de bonne humeur, pour des raisons qui sont des raisons chimiques, vous trouvez que la vie est pourrie.
Donc ça nous oblige aussi, entre autres, il n'y a pas que ces études sur l'optimisme, mais elles nous ont vraiment conduit à revisiter le rapport qu'on a avec le psychisme et à nous rappeler que nous sommes aussi des organismes ben voilà, chimiques et biochimiques. Et c'est justement ce que vous mettez en évidence. Finalement, là, on est en train de cataloguer l'optimiste et le pessimiste, mais finalement, dans la plupart des cas, en tant qu'être humain, en tant qu'être sensible, nous évoluons légèrement entre ces hauts et ces bas qui font partie de la vie. Alors d'ailleurs, c'est est tout à fait intéressant de voir comment est-ce que, dans la recherche sur le sujet, comment est-ce qu'on a évolué, j'allais presque dire dans la représentation graphique de ça. Dans les travaux qui ont à peu près une vingtaine d'années, grosso modo, 20 ans, 15 ans, l'optimisme et le pessimisme sont souvent présentés en polarité, enfin en opposition, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on va avoir un truc qu'on appellerait l'optimisme d'un côté, et puis à l'autre bout, il y aurait un truc qui s'appellerait le pessimisme, et les deux seraient comme ça en train de... Et en fait, pour comprendre ce qui se passe dans la tête des vrais gens, on est obligé, pour les comprendre, de dire que non. L'optimisme et le pessimisme sont deux dimensions qui sont parallèles, avec effectivement une tendance à l'équilibre. C'est-à-dire, mais dans l'équilibre. Pour moi, je trouve que le schéma oriental du yin-yang montre très bien de quoi il s'agit. C'est-à-dire que voilà, on est sur un espèce d'équilibre entre un positif et un négatif, entre un optimisme et un pessimisme, mais à l'intérieur du pessimisme, on va avoir un petit bout d'optimisme toujours, minimal, sans ça on n'en survivrait pas, et à l'intérieur du plus sombre, voilà, on aura un petit peu d'optimisme. Donc on est plutôt sur les deux, et, euh, et d'ailleurs ça signifie que pour bien comprendre d'ailleurs comment optimisme et pessimisme s'articulent à l'intérieur de nous-mêmes, je pense que la métaphore la plus utile pour vraiment comprendre, c'est de penser au gaucher et au droitier. Un homme ou une femme qui est droitier, par exemple. Bon, ça veut simplement dire que, en situation normale, s'il n'a pas de pression particulière et s'il fait, je dirais, ce que son instinct lui commande de faire, il va naturellement se servir de sa main droite. Ça ne veut pas dire qu'il est handicapé de la main gauche. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de main gauche. Ça veut dire que si demain il a le bras cassé ou un poignet foulé, il pourra se servir de sa main gauche, mais il ne le fera pas avec autant de dextérité, il le fera même parfois avec une certaine gêne, avec un certain inconfort, mais il pourra le faire, bien évidemment. Je pense que optimisme et pessimisme, c'est un peu pareil. Vous allez avoir des hommes ou des femmes qui vont, pour des raisons liées à leur éducation, à leur développement cognitif, émotionnel, affectif, etc., leur personnalité, vont fonctionner naturellement, on pourrait dire, en mode optimiste. Bon, c'est superbe. Mais c'est pas parce qu'ils fonctionnent en mode optimiste qu'ils sont dans l'incapacité d'être pessimistes. Bon. Et d'autres vont plutôt fonctionner effectivement en mode pessimiste. Bon. Mais ça, c'est des choses qui sont tout à fait naturelles. Mais de même que il y a des gauchers contrariés. Ma mère était une gauchère contrariée. Elle me racontait toujours qu'elle était gauchère et puis qu'à l'école, on l'avait forcée à écrire. Alors, il paraissait à l'époque, on racontait que ça créait des grands troubles psychologiques. Bon, je n'ai jamais travaillé là-dessus. Je n'ai pas trop d'opinion sur ce sujet-là. En revanche, de même qu'il y a des gauchers contrariés, il y a des pessimistes contrariés. Des gens qui sont effectivement naturellement pessimistes, mais qui considèrent que l'optimisme est nécessaire dans leur relation aux autres, et donc, voilà, ils vont le travailler. Mais en revanche, moi je vous rejoins effectivement totalement, et les chercheurs nous rejoignent tous sur ce fait-là, c'est que, véritablement, nous avons ces deux dimensions en nous. Il y a d'ailleurs une très jolie histoire là-dessus, moi que je connais dans sa version chinoise. Au fin fond d'une province reculée de Chine, il y a un vieux grand-père qui discute avec son petit-fils. Et il dit au petit garçon, il lui dit, mais est-ce que je t'ai déjà raconté l'histoire des deux dragons? Alors le petit garçon dit, mais non, non, c'est quoi? Il dit, mais est-ce que tu savais que tu as deux dragons qui habitent à l'intérieur de toi-même? Alors le petit garçon lui dit, ah bon, moi j'ai deux dragons qui habitent, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, oui, oui, tu vas voir. Tu as à l'intérieur de toi un dragon de lumière, et tu as à côté, qui vit à côté de lui, un dragon de ténèbres. Alors le petit me dit, mais comment je m'en rends compte? Oh bah, il dit, c'est très simple. Des fois le matin, quand tu te réveilles, si tu te souviens bien, t'es pas en forme. Tu trouves que la vie à la campagne c'est nul, que tes parents ne comprennent rien, que moi-même je suis un vieux barbon complètement dépassé. Tu te souviens de ces moments-là? Alors le petit dit oui, oui, peut-être, c'est possible. Et ben tu vois, à ce moment-là, c'est le dragon de ténèbres qui est aux commandes.
Et puis il y a d'autres matins, quand tu te réveilles, tu trouves que la vie est belle, que tes parents sont quand même, c'est de la chance d'avoir des parents comme tu as, que moi c'est quand même sympa que je sois avec toi là toute la journée pour m'occuper de toi, que la vie à la ferme, elle a un certain charme. On est d'accord? Et oui, effectivement, ça arrive aussi, bien sûr. Et ben voilà, ça tu vois, c'est le dragon de lumière. Alors le petit garçon dit, ah oui, c'est formidable ça, mais moi le dragon de ténèbres, ça m'intéresse pas, hein. Moi je voudrais avoir que le dragon de lumière. Là, le grand-père lui dit, écoute, ça malheureusement, mon grand, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es né avec ces deux dragons vivent en toi. Tu es ces deux dragons. Donc voilà, jusqu'à la fin de tes jours, tu seras obligé de vivre avec ces deux dragons. Alors là, le gosse, il est un petit peu frustré par cette réponse, il est un petit peu renfrogné. Alors là, le grand-père, voyant que le gosse est pas bien, il dit, écoute, en revanche, ce qu'on pourrait peut-être faire, tu pourrais peut-être les dresser. Et entre autres, tu pourrais peut-être en dresser un à être le maître du jeu. Faire en sorte qu'il y en ait un des deux qui devienne plus puissant que l'autre, qui devienne le dominant. On ne pourra jamais tuer l'autre, hein. Mais celui que tu vas rendre dominant, ça sera le patron. Et l'autre, ça sera le larbin. Donc voilà. Alors à toi de voir, parce que si tu as un dragon de ténèbres qui est aux commandes, qui est le patron, qui est le maître des ténèbres, ben, le dragon de lumière, il sera là pour pas désespérer, mais bon, il sera au service du dragon de ténèbres, hein. Et en revanche, si c'est le dragon de lumière que tu rends puissant, ce sera lui le patron. Il gardera toujours, hein, le dragon de ténèbres, ça peut être utile de temps en temps, mais l'autre sera à son service. Alors là, le petit garçon dit de suite, il dit, mais attends, mes grands-pères, mais j'ai même pas d'hésitation à avoir. Dis-moi comment faire pour rendre plus puissant le dragon de lumière. Et là, le grand-père lui dit, écoute, mon grand, je peux pas te le dire ça, enfin pas tout de suite en tout cas, mais vas-y, réfléchis et on en reparlera. Alors, le petit est encore plus frustré, il part en grognant, il passe une très mauvaise journée, il trouve que cette devinette est nulle, enfin bon, bref. Il passe donc là, une mauvaise nuit, là, inutile de vous dire que le dragon de ténèbres, il s'en donne à cœur joie, hein, bien évidemment. Et le lendemain, le petit se réveille, il continue à cogiter, à réfléchir, il s'occupe de la ferme, et en plein après-midi, il est en train de donner à manger aux animaux, là, à la ferme, et tout d'un coup, il a un flash. Il trouve la réponse. Alors, il envoie balader tout ce qu'il était en train de faire, il court dans la montagne, il retrouve son grand-père et il lui dit, grand-père, je crois que j'ai compris. J'ai compris que j'ai deux dragons en moi. Ces dragons, je les garderai jusqu'au bout, parce que c'est moi. Mais en revanche, entre la lumière et les ténèbres, il y en a un des deux que je peux rendre plus fort que l'autre. Et maintenant, je sais quel est celui des deux que je vais rendre plus fort que l'autre. Et le grand-père lui dit, ah oui? Et ça sera lequel? Et le petit garçon lui répond, ben ça sera comme à la ferme. C'est celui que je vais nourrir tous les jours. Et l'idée, elle est là, vous voyez, c'est que l'optimisme, c'est aussi quelque chose, c'est une posture intellectuelle aussi, c'est une façon d'aborder les problèmes de la vie qui va nécessiter parfois une certaine discipline. Parce que franchement, être optimiste quand tout va bien, et moi je peux le faire, hein, mais enfin nous tous, hein, fastoche, hein, franchement. En revanche, être optimiste quand les situations de la vie, l'actualité, etc., nous malmènent un peu, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est-à-dire aussi que de ce point de vue-là, c'est un autre sujet, mais j'ai l'intime conviction, moi aujourd'hui, qu'un optimiste, c'est un homme ou une femme qui doit être une espèce de pédagogue de l'enthousiasme pourtant difficile. Si on devait le définir, je le définirais comme ça. Alors tout à l'heure, au tout début d'émission, justement, en vous qualifiant d'optimiste, vous nous avez dit, bah, de toute façon, j'ai pas de louange à avoir. Je suis né comme ça, j'ai été élevé comme ça. Et là, puisqu'on parlait du gène qui amène une vision du monde positive, la question serait de savoir quelle est la part de l'inné, quelle est la part de l'acquis. Alors, de toute façon, le grand débat entre inné et acquis en sciences humaines, c'est une espèce de débat sans fin, oui. Sans fin parce que, dans le fond, la seule chose aujourd'hui dont on est à peu près sûr, c'est que nous héritons probablement d'un certain nombre de caractères, entre autres bon, pour des raisons génétiques, mais que ces caractères, pour s'exprimer, vont avoir besoin d'un environnement favorable. Bon. Alors ça veut dire que, par exemple d'un point de vue biochimique, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas tous le même métabolisme. Vous avez des gens qui vont naître pour des raisons d'héritage génétique un peu pas terrible, avec une espèce de régulation hormonale pas top. Ça fait des gens, des hommes ou des femmes, qui toute leur vie seront plutôt des hommes ou des femmes mélancoliques.
Ils sont pas déprimés, ils sont pas dépressifs, ils sont pas, ce sont des gens mélancoliques ou voilà, il y a une explication biochimique. Il y en a d'autres. Vous naissez par exemple avec des glandes surrénales un peu musclées, des grosses surrénales, ça fait des hyperactifs, des gens qui, au-delà de toute dimension personnalité, sont des espèces de machines à récupérer. Il faut y aller, il faut agir, etc. Bon, voilà, il y a cette dimension-là. Après, il y a l'éducation, c'est-à-dire les expériences de vie, et surtout les expériences de vie précoces, de relations avec autrui. Entre autres, les figures d'autorité, les parents, les éducateurs, les grands frères, les grandes sœurs, etc. Donc c'est vrai que là, comme dans tout développement psychologique classique, on va les uns et les autres avoir intégré un certain nombre de programmes d'attitudes et de comportements différents selon nos premières expériences de vie. Et puis il faut quand même bien reconnaître qu'il y a aussi les conditions objectives, quoi. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Moi, je suis né en France dans les années 60, enfin la fin des années 50, je suis né en 58. Voilà, dans un milieu plutôt favorisé, dans un pays où le climat était plutôt sympa, avec des parents qui m'aimaient, et puis voilà, et ils étaient pas richissimes, mais c'est une classe moyenne aisée. Bon, voilà. Moi, je serais né peut-être 30 ans avant, dans un milieu défavorisé. Les choses se seraient passées différemment. On ne peut pas aussi mettre de côté complètement les conditions objectives de vie. Il y a des milieux sociaux et des circonstances sociales dans lesquelles il est plus facile de développer un optimisme que dans d'autres, ça, incontestablement. Alors, quels sont les effets positifs sur notre santé de l'optimisme qui serait prédominant par rapport au pessimisme chez un individu? Il semblerait par exemple que sur tout ce qui est fonction cardiovasculaire, et là les études ont été faites de façon très 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 clinique, on a mesuré des liens entre certains tests d'optimisme, je pense entre autres au test qu'on a évoqué très rapidement, vous avez vous-même évoqué rapidement tout à l'heure, qui est le test de Carver et Shire, qui sont des vieux index de mesure de l'optimisme. Les gens qui ont sur cet index de Shire et Carver les chiffres les plus élevés, en tout cas d'un point de vue statistique, semblent être plus solides d'un point de vue cardiovasculaire. Et surtout, ça a été étudié, ça, en milieu hospitalier, en analyse préopératoire, post-opératoire. Et effectivement, ce qui n'est pas illogique quand on y réfléchit bien, un taux d'optimisme très élevé sur des tests de ce genre-là semble par exemple être une promesse de convalescence plus courte et de récupération plus rapide suite à une intervention chirurgicale par exemple. Bon. Alors là-dedans, quelle est la part du positif, enfin plutôt quelle est la part du psychologique et quelle est la part du biologique? Je vous cache pas qu'on ne sait pas trop. En revanche, par rapport à cet élément-là, on a aussi constaté, par exemple, que dans la régulation d'un certain nombre de troubles, je dirais des troubles chroniques, on va dire, troubles chroniques, l'optimisme, dès l'instant, encore une fois, où on arrive à le mesurer, à l'identifier, permettait, par exemple, de réduire le temps de prise d'un médicament. Voilà. Alors, là-dessus, bien sûr, les chercheurs vous diront, il y a un lien aussi avec l'effet placebo. Probablement, un optimiste va être a priori plus sensible, pourquoi pas qu'un autre à l'effet placebo. C'est-à-dire que l'optimiste se projetant systématiquement dans des images d'évolution positive, il est clair que un médicament inactif est susceptible d'avoir davantage d'impact sur quelqu'un qui va avoir une personnalité à dimension optimiste forte, plutôt que sur un pessimiste pour qui déjà, même un médicament actif, de toute façon, les médicaments, ça compte pas. Bon. Voilà, donc, cela dit, c'est pas non plus toujours aussi évident que ça. Vous avez, en matière de santé, par exemple, vous avez des optimismes qui sont des optimismes, on va dire, dysfonctionnels. Quelqu'un qui, justement, parce qu'il est optimiste, va rentrer dans des conduites à risque. Donc vous voyez, Vous parlez de l'optimiste radical? Ben oui, entre autres. ben oui, l'optimiste radical, c'est-à-dire celui qui va se rapprocher pour le coup du déni. Il dit non, ça s'arrangera. Mais il y a des fois, non, vous commencez à avoir certains types de troubles. Si vous commencez à les nier, là pour le coup, on n'est plus sur de l'optimisme, hein, on est sur autre chose. Et c'est souvent confondu avec l'optimisme. Et l'optimisme peut être aussi une porte d'entrée. Ça peut être à la fois une porte d'entrée vers de l'enthousiasme, l'envie de s'en sortir, etc. Ça peut être aussi un truc qui vous empêche de regarder une réalité en face. On est, de toute façon, qu'on soit dans l'optimisme ou le pessimisme, il y a une ambivalence, hein, ça c'est clair.
Alors, notamment le fait d'être optimiste, et là pour le coup ça a été relevé par nos amis scientifiques, permet au système immunitaire d'être plus vigilant, d'être présent. Oui, Alors, en tout cas, ça semble, les quelques travaux cliniques, enfin non, les nombreux maintenant travaux cliniques qu'on a, semblent effectivement voilà, acter le fait que un optimisme mesuré comme tel, donc il y a toujours cette notion de mesure avant, il suffit pas de dire je suis optimiste, il faut essayer faut essayer de le mesurer, semblerait renforcer cette capacité immunitaire. Mais là, on touche du doigt, si vous voulez, ces échanges. Moi, n'étant ni biologiste ni médecin, je suis toujours très prudent par rapport à ça. Il existe indiscutablement des liens complexes entre notre cognition, c'est-à-dire notre fonctionnement mental, et dans le fonctionnement du cerveau, et le reste du corps. Je pense, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qu'on n'en est quand même qu'au début hein, par rapport à ça. Je pense que dans quelques décennies, on aura par exemple vraiment cliniquement élucidé le processus du placebo, tout comme on aura d'ailleurs élucidé le processus du nocebo, c'est-à-dire en quoi une substance inactive peut vous rendre malade. Euh, et on aura à ce moment-là vraiment fait un grand pas. Aujourd'hui, en fait, on constate quoi? On constate que les hommes ou les femmes dont on mesure sur des tests identifiés le niveau d'optimisme semblent, dans des situations où la santé est mise en péril, avoir une capacité de récupération nettement plus forte que les autres. Les raisons chimiques pour lesquelles ça se passe comme ça, on commence à en avoir certaines, mais elles restent mystérieuses. On a identifié des zones du cerveau qui pouvaient expliquer que voilà, on a une capacité à transformer des images mentales en influx chimiques qui vont nous booster, etc. Il y a pas mal d'hypothèses en fait. Scientifiquement parlant, il y a des tas d'hypothèses. Dire là-dedans, voilà, non, ça, on l'a prouvé à 100%. Non, on n'a rien prouvé. On constate, on fait des hypothèses, on est dans une démarche scientifique, expérimentale. Hein. Donc, on constate des trucs, on fait des hypothèses, on continue à les tester. Vous avez aujourd'hui dans le monde entier des chercheurs qui continuent à mesurer, à faire bouger des variables pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Mais vu le nombre de gens qui travaillent là-dessus, à mon avis, dans une petite dizaine d'années, nos connaissances sur j'allais presque dire le métabolisme de l'optimisme, auront décuplé, quoi. l'action de la pensée sur le corps, Oui. mais pas seulement sur le corps. On va le voir par la suite. Vous avez eu l'occasion de faire de nombreuses conférences sur la chance, ce qu'est la chance, et peut-être qu'effectivement, ce ne sont que des données d'une vision, d'une philosophie, un art de vivre. D'ailleurs, j'aurais été intéressé de voir ou d'entendre Mathieu Ricard, peut-être à travers ce genre de discussion qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Ah d'ailleurs, là aussi, je signale nos auditeurs, ça peut les intéresser. Mathieu Ricard a publié il y a quelque temps un ouvrage qui s'appelle, je crois, Plaidoyer pour le bonheur. Bon, Plaidoyer pour le bonheur est sorti en livre de poche, donc on le trouve très facilement. Et il y a à l'intérieur de Plaidoyer pour le bonheur un chapitre très 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 comment dire argumenté scientifiquement sur l'optimisme. Et vraiment, moi j'en conseille aussi la lecture à ceux qui voudraient creuser, au-delà de celui que j'ai eu le plaisir d'écrire. Ce chapitre dans le Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard, sur le chapitre sur l'optimisme, est très 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 intéressant. En tout cas, ce soir avec nous, donc, pour ce livre, L'éloge de l'optimisme quand les enthousiastes font bouger le monde, de Philippe Gabillet, que j'appelle Gabidliet, aux éditions Saint-Simon. Alors, on revient à Martin Seligman, puisque, apparemment, comme vous le mentionnez, de tous les livres qui ont pu être écrits, cet homme a eu l'occasion d'aborder l'optimisme et tout ce que ça implique d'une manière le plus pragmatique possible. Et notamment, il a qualifié deux sortes d'optimisme, un de but et un de chemin. Et oui, parce que en fait, même nous, dans nos vies, vous voyez, si on nous demande, demain, quelqu'un vous dit, mais toi par exemple, tu es plutôt un optimiste ou un pessimiste? Je conseille toujours de ne pas répondre à la question. Hein, en tout cas, pas y répondre comme ça, et justement de renvoyer cette question. Est-ce que tu me parles du but qu'on cherche à atteindre ou du chemin pour y parvenir? Un optimiste de but, c'est quelqu'un qui va vous dire on va réussir, on va y arriver. L'optimiste de chemin, lui, il va vous dire oui, mais ça va être facile pour y arriver. On va se faire ça les doigts dans le nez. Bon. Le pessimiste de but, lui, va vous dire bon, on va échouer.
Et le pessimiste de chemin, il vous dit ça va mal se passer. Le long du, ça va être très dur, quoi. On va avoir des épreuves et tout ça, c'est affreux. Bon. Alors, la posture dangereuse, mais vraiment dangereuse, en temps difficile, c'est ce que, là pour le coup l'optimisme radical, hein, c'est-à-dire optimisme de but et de chemin. On va réussir et ça va être fastoche. Bon, alors ça c'est dangereux. Bon, il faut se méfier bien évidemment du contraire, qui serait le pessimisme radical, donc une espèce de posture dépressive, vous voyez. Inertie totale. Ah bah, et surtout pessimisme de but et de chemin. On va échouer puis on aura mal en plus. Vous voyez. C'est vrai, c'est un petit peu dur. Alors il y a une posture aussi qui est une posture un peu intello, un peu cynique, hein, qui va être pessimisme de but, optimisme de chemin. On va échouer mais on aura bien rigolé. Ou bien on va pas atteindre notre objectif puis ça nous aura appris des choses. Oui, mais enfin bref, on n'aura pas atteint l'objectif quand même. La posture adaptée, c'est très clairement, dans les temps difficiles, c'est optimisme de but, pessimisme de chemin. C'est-à-dire on va réussir. Optimisme de but, on va réussir. Mais toujours pessimisme de chemin, ça va être très compliqué. Ça va être difficile, il y aura des épreuves. Mais on va réussir. Donc voilà, et ça c'est un point entre autres important. Quand les gens vous disent je suis réaliste, très souvent ils disent qu'ils sont réalistes, mais ce sont des optimistes. Hein. Mais ce sont des optimistes qu'on qualifierait de responsables. Hein. Alors il y a plusieurs mots qui ont été inventés. On parle de l'optimisme paradoxal, on parle du pessimisme actif. C'est dans une célèbre pièce de Beaumarchais qui est le Barbier de Séville, où un des personnages dit à un moment donné, je préfère craindre sans raison que m'exposer sans précaution. Alors, c'est de l'optimisme ou c'est du pessimisme? Ben, c'est de l'optimisme en ce sens que c'est une espèce d'optimisme de lucidité, hein, un optimisme paradoxal, puisqu'on dit de toute façon, voilà, je vais réussir, je vais m'en sortir, mais je vais devoir faire preuve quand même d'un peu de prudence. Et c'est logique, dans la vie professionnelle, par exemple, il est clair que vous avez des métiers où c'est de l'optimisme dont on a besoin. Aujourd'hui, un vendeur, un chercheur, quelque part un travailleur social. C'est des gens, on a besoin de recruter des gens qui sont quand même animés par une espèce comme ça d'enthousiasme, de croyance dans la possibilité de faire changer les choses, etc. En revanche, si vous êtes un comptable, si vous êtes un responsable de la sécurité dans une usine un peu à risque, mais il vaut mieux être pessimiste hein, dans ce cas-là, hein, de façon à verrouiller tout de partout, voilà. Vous me mentionnez Beaumarchais avec le Barbier de Séville, notamment qui rejoint ce que vous venez de dire, issu de cette pièce. C'est toujours de Beaumarchais. En parlant d'événements négatifs, je préfère avoir à en rire que d'avoir à en pleurer. Ah oui, je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Merci de m'avoir corrigé, oui, tout à fait. Alors, notamment, de ce qu'on peut noter, et ce que vous venez de dire à l'instant, ce qui est un trait remarquable de l'optimiste, c'est que ce dernier est responsable. Responsable non seulement de sa santé, mais comme on vient de le dire aussi, responsable de tout ce qui peut lui arriver dans la vie. Il se prend en charge, il se prend en main, puisque de toute façon, c'est un actif né. Oui, ouais, on peut dire ça. On peut dire que c'est un actif né. En tout cas, lorsque la posture optimiste prend le pas sur la posture pessimiste, elle va se traduire par cette prise de responsabilité permanente dans tous les domaines de la vie. Alors, là où il faut quand même mettre un petit bémol, c'est que, j'allais dire, moi je vous dis ça, mais à l'heure actuelle, à l'heure où je parle, je suis en pleine forme. Je fais un métier qui me passionne, je suis ravi d'être là ce soir avec vous dans ce studio, je fais des choses intéressantes, je suis entouré de gens qui m'aiment et je leur rends bien, et ainsi de suite. Ok, mais quand on va se retrouver tout seul, sans boulot, malade, c'est bien beau, la proactivité, on agit et tout ça, c'est pas si évident que ça. Pour ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont des observateurs aussi du monde social ont des choses à nous apprendre là-dessus. Quand on est, euh, quand on est un travailleur social aujourd'hui, quand on travaille dans un centre d'action sociale, et qu'on rencontre à longueur de journée des gens qui souffrent, quoi, des gens qui sont en grande détresse, qu'on n'en pris pas la figure, quoi, dans leur vie, et qui, pour certains, ont atteint, on a parfois le sentiment que certains ont atteint un point de non-retour, en termes de désespoir. C'est-à-dire qu'on se dit, ils reviendront jamais en arrière, quoi. Là, c'est dans ces circonstances-là où l'optimisme, mais ça doit être un optimisme, l'optimisme du travailleur social, par exemple, doit être un optimisme décent.
et pas un optimisme indécent, parce qu'on ne peut pas être aussi trop optimiste devant des gens qui ont trop souffert ou qui souffrent trop. Il faut savoir limiter ça. C'est pas l'optimisme peut être très choquant aussi pour des gens qui sont en grande détresse. Quand vous avez quelqu'un à qui on vient d'apprendre qu'il a une maladie très grave ou qui perd un être cher, il n'y a pas de, il y a rien à positiver, vous voyez, euh, et je prends l'exemple par rapport à ce que j'appelle la perte de l'être cher. Vous avez des pertes d'être cher qui nous rendent tristes, bien évidemment. Un être cher, on est toujours triste. Mais j'allais dire que la perte de l'être cher, elle vient à son heure, quoi. L'heure était venue. C'est souvent le cas pour les grands-parents. Puis un jour, quand on commence à arriver à mon âge, à moi, c'est les parents. L'heure était venue, c'est comme ça. C'est triste, c'est très triste, mais voilà. Mais il y a des pertes d'être cher qui viennent pas à leur heure du tout. Un enfant, alors là ça va pas parce que là il y a pas, c'est une perte qui n'a pas de signification, qui est absurde, qui est moralement, enfin, et philosophiquement scandaleuse, quoi. Bon, c'est affreux. Et là il y a rien à positiver. Bon, on peut rien faire, hein. On peut pas positiver ça. En revanche, on peut juste une fois que la douleur sera non pas passée mais calmée, que la personne en fait lui dit voilà, maintenant avec ça, qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça? Quitte à faire quelque chose pour d'autres que toi. Parfois, la seule façon de positiver un drame comme ça ultime, c'est aussi vrai par exemple pour certains accidents graves qui vont vous laisser complètement handicapé jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce que vous voulez positiver? C'est pas évident de positiver. La seule façon, c'est de se dire je vais en faire quelque chose. Je vais activer ça et je vais donc l'optimiser. Et aussi scandaleux que ça puisse paraître, on peut dans le fond à peu près tout optimiser. C'est-à-dire arriver à partir d'une matière première dure, difficile, scandaleuse, dramatique, faire quelque chose qui m'aidera ou moi à rebondir, à grandir, et si même moi j'arrive pas à rebondir ou à grandir, qu'il y aidera d'autres à le faire. Ce qui fait que des gens par exemple qui ont vécu des choses terribles, en fait, bon ben eux, voilà, ça les a fracassés, mais ils vont en faire quelque chose pour les autres. Ils vont justement redonner un sens à ça à travers l'accompagnement d'autrui. Donc, la notion d'optimisme, vous voyez, elle est tout sauf béate, en fait. Je dirais, l'optimisme, c'est un sujet grave. C'est un sujet de société grave, et tant qu'à être optimiste, il faut parfois apprendre à l'être sérieusement. Parce qu'on va avoir besoin, pour remonter le moral de gens qui sont au fond du seau, il faut à la fois être optimiste, mais sans que cet optimisme soit léger. Voilà. Vous parliez de décence. Vous parliez de décence et je suis tout à fait d'accord avec vous, notamment lorsque j'ai eu l'occasion d'écouter un message, c'était dans un ping de Canal+, un homme américain qui parlait à la mesure du self-made man, l'esprit américain, du rêve américain, et qui disait à cette chaîne de télévision: les Américains n'ont pas à en vouloir aux banques, n'ont pas à en vouloir aux banquiers, ils ont à en vouloir à eux-mêmes. Car s'ils en sont là où ils en sont, c'est de leur faute. Ah oui, oui. Ben, comment vous dire alors là, on va riper sur l'économie, mais je vais vous donner un exemple, je dirais, de ce point de vue-là. Très dans les conversations de bistrot, de comptoir, de café du commerce. Il est de bon ton, et là c'est le professeur d'une grande école de management qui parle, il est de bon ton de railler l'actionnaire qui serait une espèce de monstre. Bon. Il faut savoir que dans l'économie contemporaine, celui ou celle qu'on pourrait appeler l'actionnaire, avec un A majuscule, c'est très rarement un individu isolé. L'actionnaire, pour la plupart des très grandes entreprises, celui qu'on appelle l'actionnaire, c'est des fonds de pension, c'est-à-dire en fait des structures qui sont là pour permettre en fait, en dégageant des taux d'intérêt importants, permettre en fait à des petits retraités au fin fond de l'Arkansas, du Wisconsin ou du Minnesota d'avoir des retraites plus décentes. Et même en allant plus proche de chez nous, n'importe qui aujourd'hui qui a des SICAV à la banque, il s'attend à ce que ces SICAV lâchent des taux d'intérêt décents. C'est-à-dire que n'importe quel petit épargnant dans notre pays, il faut qu'il soit conscient du fait que, mais sans ça, il n'y a plus d'économie moderne possible. Dès l'instant où vous avez des petites SICAV, un plan d'épargne, machin, etc., pour vous servir un intérêt décent, il y a peut-être quelqu'un qu'on est en train de mettre au chômage quelque part dans le monde. Ben oui. Donc l'actionnaire, c'est vous.
c'est moi, c'est tout le monde. Donc c'est en ce sens qu'il y a responsabilité. Alors après, vous avez des choses où la responsabilité est plus grave, parce qu'il y a eu, si on parle des subprimes par exemple, les subprimes ça a été un truc où on a en fait, on a trompé l'optimisme des gens, puisque entre celui qui vendait les biens immobiliers et celui qui croyait les acheter, là où il y avait tromperie, c'est qu'ils n'avaient pas le même niveau d'information tous les deux. Il y en avait un qui avait beaucoup d'informations, celui qui vendait, et puis il y en avait un qui en avait moins, celui qui achetait. Alors il aurait peut-être dû se renseigner, vous me direz, mais c'est facile à dire après. En revanche, ce qui posait problème avec les subprimes, c'est que c'était fondé sur une faute, à mon avis, sur une erreur, une faute morale au début, à savoir dire à des gens, voilà, vous croyez que vous êtes pauvre, mais vous l'êtes pas. Regardez, signez sur ce papier-là. Voyez, ça y est, c'est bon, vous êtes riche, vous êtes propriétaire. Alors là, et donc ça laissait sous-entendre que on peut s'enrichir et avoir plus sans avoir fait davantage. Et or, on est dans un système où on n'est pas sûr et certain que plus on fait, plus on aura. Mais ce dont on sait aujourd'hui, c'est que toute richesse créée sans qu'il y ait eu une action réelle derrière, est une richesse qu'on peut qualifier de moralement toxique. Ça, maintenant on le sait. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on va le changer. Hein. Donc l'optimiste est quelqu'un qui se prend en main, certes, mais qui reste décent, si on peut dire ça comme ça, Oui, ou moralement, il prend en considération autrui. Et d'ailleurs, absolument. c'est ce qui caractérise l'optimiste, on le voit dans votre livre, c'est quelqu'un qui s'intéresse foncièrement à autrui. Ben oui, d'abord parce que quand on y réfléchit bien, nous passons quand même l'essentiel de notre vie en interaction hein, avec autrui. Dans le fond, moi, qui suis-je aujourd'hui? Je suis très probablement une espèce de raffinage de la mémoire des autres en moi depuis 53 ans en ce qui me concerne. Voilà. Donc, parce que voilà, et j'ai bien sûr moi une partie de responsabilité dans le raffinage, mais la matière première, elle m'a été donnée par d'autres. Et euh, c'est vrai qu'il est extrêmement difficile d'être optimiste longtemps tout seul. Ou alors ça s'appelle de l'égoïsme ou de l'égocentrisme. C'est autre chose. Hein. Mais l'intérêt de l'optimisme, c'est aussi d'être cette attitude qui va être une attitude créatrice d'énergie. Une attitude qui va donner envie aux autres d'eux, de leur donner envie de se relever, de se bagarrer, de guérir, de réussir leurs études, même si c'est difficile parfois, et ainsi de suite. Ça, ce qui donne un sens à l'optimisme social, c'est ça, c'est d'être quelqu'un qui va aider l'autre. Il y a plein de métiers d'ailleurs où on a une espèce j'avais pas dire qu'on a une obligation d'optimisme. Je vous parlais de l'éducateur, le prof, l'instit, le travailleur social, le chef d'entreprise. Voilà, on a une obligation, me semble-t-il, une morale. Vous dites à un moment donné dans le livre, à quand remonte la dernière fois où vous avez été un cadeau pour quelqu'un? Oui, oui, ben oui, parce que où vous avez été un cadeau, enfin, c'était par rapport à la chance, cette affaire-là. Moi, les gens me disent, mais alors comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de la chance? Alors, il y a pas mal de choses à raconter là-dessus, mais il y en a une qui me semble quand même importante, c'est que la meilleure façon, une des façons en tout cas privilégiées pour rencontrer la chance dans la vie, c'est déjà d'être une chance pour quelqu'un d'autre. Et c'était moi une question que je posais, que je continue à poser assez souvent d'ailleurs dans des séminaires ou dans des cours. Je dis mais racontez-moi quand vous avez été une chance pour quelqu'un la dernière fois. Ou même, si vous avez, dites-moi aujourd'hui là, la personne qui vous rencontre pour la première fois et qui ne vous connaît pas encore, vous pourriez me dire pourquoi c'est son jour de chance? Pourquoi c'est intéressant de vous rencontrer? Et là, beaucoup de gens, ils restent un peu secs, quoi. Ils disent, attends, mais je m'étais jamais posé la question en ces termes-là. Or, c'est quand même essentiel. Hein, on peut pas uniquement être, voilà, avoir de la chance à répétition, attention, hein, durablement, parce qu'il y a une distinction à faire entre la chance isolée et puis la chance qui revient, la chance récurrente. La chance isolée, c'est un problème de probabilité, hein, un problème de statistique. J'ai fait 20 ans que je joue au loto. Bon, il se trouve que j'ai gagné, mais il y en a plein, ils auront joué des tas, ils gagneront jamais. Bon, non, mais moi je parle pas de cette chance-là. Moi je parle de la chance récurrente, c'est-à-dire le fait que des gens dans leur vie, il semblerait que des gens dans leur vie collectionnent davantage de belles occasions que les autres. Ils rencontrent des gens, ils tombent toujours sur des gens vachement intéressants.
On leur propose toujours des projets sympas, voilà, plus que d'autres. Quelqu'un qui va avoir de la chance à répétition, tout comme d'ailleurs quelqu'un qui va avoir de la malchance à répétition, il en est partiellement responsable. Bon. Et l'un des éléments de responsabilité de la chance à répétition, c'est cette idée que être une chance pour autrui, c'est aussi créer les conditions pour que tôt ou tard ça me revienne. Parce que dans le fond, quand on y réfléchit bien, un coup de chance, enfin une chance, c'est quoi? Vous demandez à des gens, raconte-moi des chances que tu as eues dans la vie. Voilà. Vous prenez un groupe d'amis, vous pouvez faire ça le soir, vous voyez, ce soir c'est peut-être un peu tard, mais demain soir, si vous avez des amis chez vous, vous dites, tiens, type à la radio, là sur Ici et Maintenant, à parler de la chance. Mais toi, les grands coups de chance que tu as eus dans ta vie, c'est plutôt quoi? Vous allez voir qu'on va très souvent tomber sur les mêmes types d'événements. Les grands coups de chance qui nous ont aidés, alors on peut avoir d'abord des rencontres. J'ai rencontré un tel. Très souvent d'ailleurs c'est des rencontres inattendues. Hein, c'est-à-dire que je n'avais pas prévu et on s'est croisés. Voilà. Donc il y a des rencontres. Vous avez ensuite des gens, ils ont eu un coup de chance parce qu'à un moment donné ils vont vous dire ah je suis tombé sur une information, on m'a donné un tuyau, ah ça a tout changé. Parce que à ce moment-là, c'est venu se percuter avec des projets que j'avais, avec des trucs. Bon. Donc ça peut être des rencontres, ça peut être des informations. Ça peut être aussi des demandes. Dans la vie professionnelle, ça arrive très souvent ça. Mon coup de chance, ça a été qu'un jour, quelqu'un est venu me voir, donc il y a eu une rencontre, et cette personne m'a dit, tiens, on aurait bien besoin d'eux, peut-être que vous pourriez... Vous voyez, c'est ça en fait. Donc si moi je suis pour les autres une source de rencontres qu'ils n'auraient pas fait sans moi, je leur apporte des infos qu'ils n'auraient pas trouvées si j'avais pas été là, et je leur permets de découvrir des demandes qu'ils n'auraient jamais entendues si j'avais pas été là, j'ai été une source de chance pour les autres. Il y a aussi la notion de territoire, donc. Alors la notion de territoire, oui, qui renvoie aussi à des dimensions peut-être plus on va pas dire plus culturelles. Dans le fond, moi j'ai le sentiment que notre vie, c'est l'histoire aussi des territoires qu'on a explorés. Alors, bien sûr, les territoires de géographie. Hein, voilà, moi je suis né en France, mais je suis allé me balader dans pas mal de pays. Mais d'un autre côté, il y a les territoires du savoir aussi. Moi, mes territoires du savoir, ça a été la science politique, ça a été la psychologie. À côté de ça, mes territoires, c'est le cinéma, parce que j'adore le cinéma. C'est les séries de télé, parce que j'adore ça. Voilà, il y a plein de choses que les territoires, c'est à la fois nos centres d'intérêt. C'est bon. Et de temps en temps, les territoires, il y a ceux que la vie, je dirais, nous met sous le nez à travers nos études. Bon. Et puis de temps en temps, il y a des territoires sur lesquels on tombe par inadvertance. Vous voyez, on est chez des amis un soir, il y a un type qui a été invité, qu'on ne connaît pas d'ailleurs, il est là pour la première fois, et qui commence à table à parler d'un sujet, et là on est accroché. On dit, attends, mais c'est formidable ce truc-là. Et puis on court, je dirais, dans une grande librairie, acheter 2-3 bouquins sur le sujet en question, parce qu'on va tout d'un coup se passionner pour ça. On décide à 60 ans, la retraite arrive et tout. Tiens, si je me mettais à faire de la guitare, et comme ça, et on découvre à 60 ans qu'on est très bon en guitare, et on se met à approfondir, etc., la musique, et voilà, et on découvre ça. Mais un territoire, ça peut être parfois plus dramatique. On a toujours été en bonne santé, on pète la forme et tout, puis un jour, on a fait un examen, on dit, mais attendez, monsieur, là, vous avez un truc qui va pas, là, il va falloir me soigner ça de suite, hospitalisation et tout le truc. Et on découvre un territoire qui s'appelle la maladie. Alors, on dit, mais attendez, ça peut pas être positif, la maladie. Mais bien sûr que si. La maladie peut être un territoire nouveau, dont on se serait bien passé, je ne dis pas le contraire, mais en allant sur ce territoire-là, on va faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait sans ça, être amené à découvrir et à creuser des informations qu'on n'aurait jamais creusées sans ça, et peut-être se mettre à l'écoute d'un certain nombre de demandes, fussent-elles d'ailleurs des demandes intérieures, que jusqu'à présent on n'entendait pas. Donc voilà, déjà le cycle continue à tourner, quoi. Donc la chance, ça s'entretient, au vu de ce que vous venez de dire, et l'optimiste, justement, puisqu'il est à l'écoute, excessivement à l'écoute. Finalement, c'est quelqu'un qui est très curieux, qui s'intéresse à tout dans ces territoires, certes, mais même lorsque la maladie survient, qui n'était pas prévue dans son domaine, il va encore une fois optimiser en quoi cet événement peut être une source d'inspiration, de création pour lui. Oui, il va essayer en tout cas. Il va tenter. Et dans cette idée de s'attirer la chance, donc on la nourrit à l'image du dragon, hein, et en même temps, il y a cette idée de... comment est-ce que je pourrais dire ça ? Le fait d'optimiser, le fait d'aller à la rencontre
d'autrui, le fait d'être à cette écoute, le fait de toujours se remettre en question finalement, avoir cette soif, c'est retrouver l'enfant intérieur quelque part, celui qui ne pensait pas forcément au lendemain. On retrouve, alors je sais pas si on peut parler de naïveté, mais en tout cas cette soif de vie, cette soif de découvrir dans les domaines qui nous intéressent, certes, mais qui nous crée des rencontres, qui nous crée des événements. Est-ce que la synchronicité ou les synchronicités de Carl Jung, justement, font écho à ça? Euh, Moi, je suis très, moi, je suis très prudent moi, sur cette dimension-là, parce que le problème que pose la synchronicité chez Jung, c'est que Jung lui-même, au fil de ses différents textes, adopte des points de vue différents par rapport à ça. C'est-à-dire que Jung peut avoir à la fois dans ses travaux une vision qui va être une vision très relativement rationnelle, c'est-à-dire qu'il va nous dire, et alors là j'accompagne, là je suis d'accord, il dit à un moment donné, la synchronicité c'est lorsque deux événements n'ayant strictement aucun rapport l'un avec l'autre vont m'arriver et que moi de mon côté je vais effectivement les relier par le sens. Je vous donne un exemple, j'en ai parlé avec un ami encore la semaine dernière, on discutait de problèmes d'affaires, et il m'est arrivé un truc, là, il y a 2 3 jours, euh, il me dit, j'étais en train de discuter avec mon épouse, on était, voilà, au petit déjeuner, j'étais en train de discuter avec mon épouse d'une affaire que je m'apprêtais à faire, d'un contrat que je m'apprêtais à signer avec quelqu'un, euh, à l'instant où mon épouse me dit, écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi je trouve que ce type-là, moi je le sens pas, il a pas l'air très honnête. Il me dit, et à l'instant où elle me dit ça, je vais prendre ma tasse de café et je la renverse et j'en fous partout. Et puis je me suis dit, mais enfin c'est assez bizarre. À l'instant où elle me dit qu'elle n'a pas confiance dans ce type dont je suis en train de lui parler, je suis en train de renverser mon café. Il me dit, ça m'a donné quand même envie de creuser, j'ai rappelé le notaire, etc. Et bref, de fil en aiguille, je vous la fais courte, il est apparu qu'effectivement, il s'apprêtait à dealer avec un margoulin. Bon. La question c'est, alors quand il me dit, tu comprends, le fait que le café soit renversé, si la synchronicité c'est de dire, ces deux événements, je parle de ça avec mon épouse, je renverse le café, ces deux événements qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre, parce que j'avais, moi, en tant que sujet, un doute, de toute façon, quelque part qui se baladait, cet événement-là va en quelque sorte incarner ce doute, va lui donner une dimension symbolique. Si c'est ça, la synchronicité, j'achète, si vous voulez. Si derrière, on m'explique qu'il y a derrière tout ça une espèce d'inconscient collectif qui fait que, bon, alors là, moi en tant que clinicien, je suis beaucoup plus prudent. Je dis pas que c'est pas vrai, je porte pas de jugement. Vous savez, je suis un peu, j'ai la posture sur ce genre de sujet, j'ai la posture qui était celle de Wittgenstein, hein, qui démarre son traité de la logique en disant tout ce qui peut être dit clairement, et ce dont on ne peut parler, il vaut mieux le taire. Donc là, moi en l'occurrence, j'ai rien à dire. Cela dit, sur la synchronicité en tant que capacité que nous aurions à être à l'écoute de nous-mêmes, et de ce fait à relier des événements en apparence déconnectés entre eux par une signification, et se dire, dans le fond, cette signification que je suis en train de créer au vu de ces deux éléments-là, est en fait une signification qui était déjà en moi, mais que le choc créé par cet événement me permet de mentaliser, de verbaliser, de faire sortir. Là, jusque-là, je suis assez d'accord. Mais je n'irai pas trop, vous voyez, dans le New Age, moi, sur ce coup-là. Je n'irai pas trop sur le mystique. Quoi. D'accord. Alors, sans aller là-dessus, en tout cas, vis-à-vis de la synchronicité, et je reprends une phrase de votre livre, vous nous dites, la rencontre d'opportunités exige que l'on soit prêt intellectuellement et émotionnellement à les recevoir. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, ça sous-entend que on est... euh, c'est comme si on fonctionnait comme une tête chercheuse, dans le fond. Vous voyez. Un jour, j'animais un groupe de professionnels, et donc c'était des gens qui se connaissaient bien, donc ils pouvaient s'envoyer des vacheries, c'était pas bon. Mais il y en a un qui a dit un truc qui m'a à l'époque beaucoup frappé. Un des membres du groupe était en train de se lamenter. Oh, moi, de toute façon, j'ai jamais eu de chance.
Il nous le dit une fois, il nous le dit deux fois, et trois fois, il revient là-dessus dans la discussion. Mais oui, mais moi, de toute façon, j'ai jamais eu de chance. Et à ce moment-là, il y a un de ses copains qui se tourne vers lui, qu'il connaissait depuis plusieurs années, et qui lui dit, mais mon pauvre ami, quand bien même t'en aurais eu, qu'est-ce que t'en aurais fait? Et ça, je dirais, ça m'a beaucoup frappé, parce que l'idée était que Pasteur, vous savez, disait, la chance ne favorise que les esprits préparés. L'esprit préparé, c'est celui qui, en fait, aura d'autant plus de chance qu'il a déjà commencé à constituer intérieurement un espèce d'axe pour cette chance, quelle que soit la façon dont on l'appelle, un projet, un rêve, un espoir, un désir même diffus, mais la chance, en fait, va venir s'articuler sur au moins quelque chose, même si c'est quelque chose auquel on ne croit pas à l'instant T. Quand on regarde par exemple les gens qui gagnent des grosses sommes au jeu de hasard, au toto, on va pas dire le loto. Si on dit, les gens de la Française des Jeux, il y a régulièrement des reportages là-dessus, ont un service avec des gens très professionnels qui ont pour métier de suivre, d'assurer un suivi des gros gagnants du loto. Mais pourquoi Parce que la Française des Jeux, dans le cadre de sa responsabilité sociale, est bien placée pour savoir, et ça depuis l'époque, la vieille époque des billets de la loterie nationale, on le sait, vous avez des gens qui gagnent des sommes très importantes à des jeux de hasard, c'est la fin de leur vie. C'est-à-dire que ça va faire leur malheur. Et ils deviennent millionnaires, ils sont foutus. Ils sont foutus parce que ce coup de chance, pour le coup, ce coup de chance isolé, débarque dans un processus de vie où la chance n'avait pas sa place. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir de la chance, mais ils n'étaient pas dans un processus, ils n'ont pas de projet, pas d'aspiration, pas d'envie, donc qu'est-ce qui va se passer? Ça va se traduire généralement, ce gain financier généralement, par une hyperconsommation. Derrière, on peut devenir assez rapidement la proie de Margoulin. Les problèmes d'argent dans les familles créent rarement du positif. Bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, ça peut très très mal finir. Donc, en ce sens, je crois que pour que la chance arrive, il faut l'orienter. Mais je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir, par exemple, avec les problèmes d'argent, un problème intellectuel. Moi, je suis professeur dans une grande école. Il y a des étudiants, entre autres en troisième année, vous voyez, avec CP Europe, les étudiants doivent faire un mémoire. Bon, mémoire de recherche, de troisième année. Ça les fait souffrir, les pauvres, ils sont en plein dedans en ce moment. Moi, je dis toujours aux étudiants avec qui je travaille, vous allez voir ce qui va se passer, c'est formidable. À partir du moment où vous allez avoir choisi un sujet, et où vous allez m'avoir envoyé, à moi, qui suis votre directeur de mémoire, un petit mail me disant simplement le sujet que vous avez choisi, et vous allez m'écrire noir sur blanc sur le mail la date à laquelle vous allez me rendre votre analyse bibliographique. Bon. Puis vous allez voir, c'est fascinant, dès l'instant où vous avez fait ça, vous allez commencer à rencontrer des gens qui s'intéressent au même sujet que vous. Vous allez aller vous balader sur les quais de la Seine, chez les bouquinistes, et vous risquez de tomber sur un bouquin qui parle de votre sujet. Vous allez vous balader à la Fnac ou chez Gibert, même combat. Vous allez surfer sur Internet, à un moment ou à un autre, vous allez tomber sur un truc qui tombe pile poil. Mais c'est pas magique. C'est que votre tête chercheuse, votre système intérieur de recherche d'informations est basé là-dessus. La notion d'intention, elle est très importante parce que c'est elle qui permet de comprendre la différence qu'il peut y avoir parfois entre la chance et le pur jeu de hasard. Je vous donne un exemple historique qui est très intéressant. En histoire des sciences, on sait que la pénicilline a été découverte donc par Fleming, si on peut dire, mais sur un accident. C'est-à-dire que pendant une période où le laboratoire, donc dans les années 20, Fleming travaillait, des cultures avaient été abandonnées. Fleming, à la reprise des activités, revient dans le labo, les cultures avaient été oubliées dans un coin, il tombe dessus, il s'apprête à les balancer, il a un doute quand même, parce qu'il trouve que visuellement il y a un truc qui est pas clair, il met tout ça sur le microscope, il se rend compte que les bactéries ont été tuées par une espèce de truc qu'il n'arrive pas à identifier, et puis à partir de ce moment-là, ça va être, suite à cette espèce d'accident, en gros une expérience qui avait raté, il faut le dire, l'expérience avait raté, mais en ratant, elle avait permis à un processus de s'enclencher. Fleming était très sensibilisé à ça à l'époque. Il trouvait les moisissures, il va les travailler, etc. Puis ça aboutira quelques mois plus tard à la découverte de la pénicilline. Bon, on dit c'est formidable, quel coup de chance, etc. Mais attendez, mais le problème aurait pu se poser différemment. Ça aurait pu être la femme de ménage qui aurait découvert les cultures. Et elle, la pauvre, n'était pas payée pour se poser des questions de ce genre-là. Les cultures qui avaient été abandonnées, c'était pourri, hop, on balance. Alors bien évidemment, je ne dis pas qu'on n'aurait pas découvert la pénicilline, mais on l'aurait découvert sans doute beaucoup plus tard. Mais ce qui a fait que c'était un coup de chance
pour Fleming, c'est qu'il avait quand même tout un processus préalable en tête. Cet événement-là, sans l'intention préalable, sans la programmation mentale, c'était pas un coup de chance, c'était rien. Donc c'est dans ce sens-là. Et ensuite, le deuxième point, ça c'est ce que j'appelle moi l'intention, le principe d'intention. Je pourrais me la faire plus, dire même la loi de l'intention. Enfin, disons, si on dit le principe de l'intention, c'est déjà pas mal. Et le deuxième principe, c'est le principe de l'attention. Être attentif à ce qui se passe. On appelle ça la curiosité, l'ouverture, mais être attentif. Je crois que c'est Calderon, un grand auteur espagnol, qui disait les plus grandes des malchances sont les chances qu'on a laissées passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas été attentif. Moi, il y a une histoire que j'aime beaucoup là-dessus. C'est un type qui arrive, je peux la raconter, c'est une histoire très correcte. Un monsieur très âgé arrive au paradis. Mais très âgé alors, hein, il a 100 ans, quoi. Donc Saint-Pierre le reçoit, lui dit bonjour monsieur, il dit bonjour. Je vous en prie, rentrez, je vous accueille et tout ça. Et Saint-Pierre se rend compte que le monsieur a l'air un peu renfrogné, un peu soucieux, même en colère. Alors, il dit mais monsieur, vous n'avez pas l'air d'aller. Alors le monsieur dit oui, oh, bah non, ça va pas du tout, je viens de mourir. Alors Saint-Pierre lui dit écoutez monsieur, vous venez de mourir à 100 ans quand même. Un peu de, hein, soyez raisonnable, c'est déjà pas mal quand même. Enfin, bah. Il dit oui mais c'est pas le problème, c'est pas ça. Non, mais c'est pas, ouais, de toute façon quand faut y aller, mais. Non mais moi vous voyez, franchement, j'ai jamais eu de chance de la vie. J'ai jamais eu de chance dans ma vie, jamais. Saint-Pierre lui dit c'est très étonnant, vous savez, vous me dites ça, mais je me demande, vous êtes sûr, vous êtes vraiment sûr? Ah mais je vous assure, hein, jamais, je n'ai jamais eu de chance, j'ai toujours mené une vie morne, il m'est jamais rien arrivé. Et Saint-Pierre lui dit mais c'est bizarre parce que, et qu'en est-il de votre ange de la chance? Alors le vieux monsieur dit quel ange? Ah mais monsieur, mais comme tous les êtres humains, nous avons tous un ange de la chance, vous avez toute votre vie un ange qui... Ah, il dit, non, mais attendez, mais pas moi, il y a un malentendu. Moi, j'ai jamais eu d'ange de rien du tout. Et d'ailleurs, si j'en avais un, je lui dirais deux mots. Je peux vous dire que alors là, je me serais bien fait arnaquer si c'est le cas. Et là, Saint-Pierre lui dit, écoutez, c'est pas normal votre histoire. Bon, cher monsieur, vous avez de la chance, c'est le jour du service après-vente, venez avec moi, je vous amène voir quelqu'un. Et il embarque le type dans des couloirs, et ils arrivent dans un gigantesque hall, derrière lequel il y a un comptoir magnifique dedans, et il y a un ange, là pour le coup, qui est une espèce d'ange, voilà, de l'administration, là, et qui est en train de travailler. Et alors, Saint-Pierre amène le monsieur, il dit, je vous amène monsieur, monsieur vient de décéder à l'âge de 100 ans, ce qui est pas mal, mais alors, il me dit un truc qui m'étonne, il me dit qu'il n'a jamais eu de chance. Oh, il y a l'ange qui dit, oh, bah, écoutez, excusez-moi, mais enfin, c'est pas possible, ça, voyons. Et votre ange de la chance, alors là, le vieux monsieur, ça commence un peu à le courir. Hein. Il dit, attendez, vous allez arrêter avec vos histoires, maintenant, je vous ai dit que moi, j'en ai jamais eu d'ange de la chance, d'accord? Jamais. Je n'ai pas eu de chance. C'est tout. Voilà. Donc moi, l'ange de la chance, je ne l'ai pas vu. L'ange dit, écoutez, je le sens pas, votre histoire. Vous savez, nous ici, depuis des milliers d'années, on a beaucoup de défauts, hein, mais on en a une qualité. On est super organisé. On a des bases de données formidables. Alors, monsieur, ça va être très rapidement, vous allez voir. Et le gars, il prend l'écran, l'ange prend l'écran, et il dit, vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle Paul Dupont. Bien, monsieur Paul Dupont. Vous êtes né où, monsieur Paul Dupont? Je suis né à Marseille, en 1911. Marseille, 1911. Et vous êtes décédé où, monsieur? Ben, je suis décédé à Paris, en 2011. Paris, 2011. Paul Dupont, Marseille, 1911, Paris, 2011. Et hop, il lance la recherche. Et la machine commence à tourner, et tout d'un coup, il y a un listing formidable qui saute comme ça, et l'ange commence à regarder le listing, il regarde le monsieur, et il dit, oh, excusez-moi, monsieur Paul Dupont, je suis navré, hein, je vous avais pas reconnu. Il dit, comment ça, vous me connaissez? Oh, bah attendez, mais tout le monde vous connaît. Vous êtes une légende vivante ici, on parle de vous depuis des années. Il dit, mais c'est quoi? Ben bien évidemment. Et alors moi, en plus, je connais d'autant mieux votre dossier, monsieur Paul Dupont. Figurez-vous que c'était moi, votre ange de la chance. Alors là, le vieux, il part en live. Il dit, mais attendez, mais c'est un scandale, vous êtes des escrocs, vous devriez avoir honte, vous avez bien arnaqué, ange de la chance, ça va pas, non, vous allez voir, quel bois je me chauffe. Et à ce moment-là, il y a l'ange qui lui dit, ah, écoutez, monsieur, calmez-vous, hein. Parce que là, moi, j'ai tout le listing sous les yeux. J'ai tout l'historique. Vous savez pourquoi vous êtes connu comme le loup blanc ici? Vous savez pourquoi est-ce que vous êtes une légende vivante? Je vais vous dire pourquoi, monsieur Paul Dupont. C'est que moi qui suis votre ange de la chance, voyez, sur les 100 dernières années, je suis passé vous voir exactement 294 fois. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, vous étiez jamais là. Et ça c'est le problème. Il y a des gens, la chance est passée, entre guillemets, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là au sens où, mentalement,
Ils étaient ailleurs. Conscient. Ils n'étaient pas conscients. Ils étaient au boulot. Ils étaient sur un truc urgent. Ils étaient sur... Et donc, ça veut dire que dans leur vie, il y a une rencontre à un moment donné qui aurait pu se faire. Ils n'ont pas fait gaffe. Mais, vous voyez, c'est le type qui vous dit, tenez, voilà ma carte, monsieur. Ce que vous faites, ça m'intéresse, rappelez-moi. Puis la carte, je la prends, je la range, puis on passe à autre chose, quoi. Voilà. Là, la chance vient de passer. Mais j'étais pas là, quoi. Il y a une information dans le journal, à un moment donné. Ah, cette information-là, si je m'arrête dessus, si je la lis attentivement, ça va me permettre de résoudre un problème. Mais bon, je suis en train de regarder ça, puis je repasse aux faits divers, je passe à autre chose. La chance vient de passer. J'étais pas là. J'étais pas là mentalement. J'étais pas là pour dire que j'étais pas là ici et maintenant. Hein, voilà, pour être clair. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments fondamentaux sur lesquels on peut s'entraîner. Et si on ne peut pas s'entraîner soi-même, on peut avoir la chance d'avoir des fois quelqu'un qui va nous aider à faire ça. Ouais. À penser que la méditation peut-être peut aider à développer cette attention. La méditation pour certains, la prière pour d'autres, le sommeil pour d'autres aussi, un bain chaud, un spa, un bon bouquin, mais à la limite, faire plaisir. Une série télé idiote, hein. Une série télé idiote qui vous vide la tête et qui fait que tout d'un coup, ça va créer une espèce d'état de disponibilité qui fait que vous allez saisir différemment des informations venant de l'environnement, quoi. Mais alors, on peut se poser la question aussi, on va vous donner par un email le sujet de mémoire que vos étudiants ont décidé. Dès le moment où ils vous posent toute la bibliographie, ils vont se mettre à avoir les rencontres en rapport avec leur thématique, à découvrir, si on peut appeler ça comme ça, les livres concernant leur thématique. On peut se demander dans ce cas-là, donc finalement, la chance, est-ce que ça existe réellement? Parce que vous êtes en train de nous dire que quelque part, en étant dans cet ici et maintenant, on se crée les opportunités qui nous amènent à avoir le bouquin, peut-être dont on n'aurait pas eu l'occasion de remarquer auparavant. Je donne un exemple. Je veux acheter une 307, mais j'hésite. Et il est intéressant de noter qu'avec ma vieille voiture, je n'avais pas remarqué, mais je vois des 307 partout. Ah bah oui. Oui. Bah là, on est exactement dedans. C'est-à-dire que de toute façon, les 307... vous seriez passé à côté, mais là, vous êtes à cet instant précis animé par une intention. Et c'est l'intention qui est en train de faire bouger le système de perception. Alors, par rapport à ça, la chance, il existe effectivement la chance au sens de l'événement fortuit, l'événement positif fortuit, inattendu. Ça peut exister, mais je dirais c'est la chance avec un petit c. Alors il y a et c'est la distinction qu'il y a entre la chance avec un petit c, événement isolé, et puis la chance avec un grand C. Alors il y a une phrase que j'adore, j'ai jamais réussi à savoir si elle était authentique ou si elle était apocryphe, mais je la trouve, elle est tellement rigolote. Ça serait, paraît-il, alors je l'avais trouvé un jour sur un blog, je sais pas, mais très marrante, ça serait, paraît-il, une citation de Gilbert Trigano, donc l'un des grands fondateurs du Club Méditerranée, et la citation était la suivante, un coup de chance n'a jamais fait un chanceux, pas plus qu'un coup de soleil ne fait un bronzé. Et moi je trouve que cette phrase c'est exactement ça. C'est-à-dire que la chance, ça va être plutôt un processus. Pour moi, la chance, c'est une façon d'être au monde, pour adopter un vocabulaire peut-être plus philosophique. Et donc voilà, c'est une façon d'être avec soi-même, avec les autres. D'ailleurs, quand je dis que c'est avec les autres, faut pas oublier que moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il y avait 5 stades. Enfin, on est amené à rentrer dans le monde de la chance par 5 portes. On peut rentrer par la porte de l'intention, la porte de l'attention, dont on vient de parler. La troisième porte, c'est la porte de la connexion. C'est-à-dire que, pour être très clair, il est très compliqué d'avoir de la chance tout seul. Hein, on est bien obligé d'avoir des gens autour de soi. La quatrième porte, c'est ce que j'appelle moi la porte du recyclage. C'est-à-dire que la caractéristique des gens qui ont beaucoup de chance, c'est que très souvent, ils n'ont pas de chance. Ils ont des pépins, ils ont des ennuis, ils ont des échecs, etc. Mais ils en font quelque chose. Hein. Je dis souvent, la chance, c'est pas dans ce qui vous arrive, c'est dans ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. Et puis, la dernière caractéristique, c'est celle que vous aviez vous-même évoquée au tout début, qui était ce que j'appelle la porte du miroir. C'est-à-dire qu'avant de vouloir avoir de la chance, et si j'essayais d'abord, moi, d'être une chance pour les autres. Et c'est vrai qu'en jouant sur ces 5 principes, et ces 5 principes, ils sont intéressants, je trouve, d'abord, ils sont simples, et ils peuvent faire l'objet
et de prise de conscience et d'apprentissage. Si je suis un coach, par exemple, professionnel, ou si je suis un père de famille, si je suis un ami qui essaie de remonter le moral d'un de ses potes, il y en a, ils vont avoir besoin de bosser sur l'intention. Ils n'ont pas de projet, donc rien va arriver. D'autres, il faut qu'ils bossent sur l'attention. Il faut qu'ils se calment un peu et qu'ils regardent un peu plus ce qui se passe autour d'eux. D'autres, il faut qu'ils bossent sur la connexion. Ils sont trop seuls pour l'instant. D'autres, il faut qu'ils travaillent sur le recyclage. Dès qu'il leur arrive un pépin, ils n'arrêtent pas de le ressasser en tant que pépin et non pas en tant que peut-être source de quelque chose. Voilà. Et puis enfin, dernier point, il y en a, il faut qu'ils rentrent dans le miroir. Je dirais, écoute, arrête de parler de toi que tu n'as pas de chance. Essaye donc d'être une chance pour quelqu'un au moins 1 ou 2 fois par semaine. Tu vas voir, ça va faire bouger les choses, quoi. Puisque vous parliez des nouveaux millionnaires et de la Française des Jeux qui donne effectivement un encadrement pour aider ces nouveaux millionnaires, j'avais peut-être vu, vous l'avez peut-être vu aussi, un documentaire là-dessus sur je ne sais plus quelle chaîne de télévision. Et il était mentionné à l'intérieur de celle-ci un homme qui était un homme d'affaires, riche. Et il avait gagné 2 fois, à très peu de temps d'intervalle, des sommes colossales. Alors je crois que c'était au loto, je crois pas que ce soit au tirage, hein. Alors, un homme déjà familiarisé, je dirais, avec l'argent, il réussit apparemment ce qu'il entreprend d'un point de vue professionnel. De surcroît, non seulement non content de gagner sa vie confortablement à travers son travail, il gratte en plus au jeu où il coche, il s'amuse, il gagne une première somme mais à hauteur de millions d'euros, et une deuxième, pareil, et dans un laps de temps de peut-être 2-3 ans. Il y a de quoi être scié. Alors comment aborder justement cette fréquence ? Alors là, moi sur ce coup-là, je reviens au principe de Wittgenstein dont je parlais tout à l'heure. Dès l'instant où on est face à, comme ça, du coup de chance à la fois fortuit et récurrent, on peut éventuellement en parler en statisticien, faire une analyse de probabilité, mais ça ne peut pas aller beaucoup plus loin. Ouais, ça n'a pas a priori de signification autre que la coïncidence. On peut admettre qu'il y a dans le monde des coïncidences, c'est-à-dire des choses qui arrivent avec une probabilité infinitésimale. Ça n'a pas obligatoirement une signification particulière. Vous voyez, il y a eu aussi des gens, par exemple, quand il y avait eu les attentats dans le métro, vous savez, à Paris, il y a quelques années de ça, il y a un homme qui s'est retrouvé 2 fois de suite dans le wagon qui a sauté. Et les 2 fois, il s'en est sorti sans rien, sans une égratignure. Bon, voilà. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que ce type d'événement-là peut être interprété par un théologien, peut être interprété peut-être par certains philosophes ou par certains spiritualistes. Un psychologue social ou même un thérapeute ou un spécialiste de développement personnel ne pourra rien en faire. On peut le constater, mais il ne peut pas en faire un objet d'analyse. Moi, la chance dont on parle, nous, est une chance, dans le fond, qui est peut-être beaucoup plus quotidienne. Là, on est pour reprendre un vocabulaire médical, on pourrait dire que là, on est sur des crises de chance aiguës, quand même, à ce niveau-là. Je rappelle avec nous aujourd'hui Philippe Gabillet, Gabiiet pour ce livre Éloge de l'optimisme. Je vous le recommande vivement. C'est une mine d'informations et peut-être l'occasion de prendre conscience, puisqu'il s'agit de ça, ici et maintenant, de ce qui est être optimiste et de s'attirer effectivement la chance. C'est tout un art de vivre, et je prendrai encore une fois cette phrase que je trouve magnifique. La rencontre d'opportunités exige que l'on soit prêt intellectuellement et émotionnellement à les recevoir. Et c'est aux éditions ce livre Saint-Simon. Philippe, je vous propose une petite respiration musicale, je suis persuadé qu'elle va vous plaire, après quoi les auditeurs auront l'occasion d'intervenir. Le numéro de téléphone déjà, je vous le donne, chers auditeurs, le 08 92 23 95 20. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici Maintenant, par Île-de-France sur 95.2, ici-maintenant.com, pour nous écouter, nous regarder via Internet.